Abigail Carter plaqua son dos contre le mur froid du manoir Whitmore et retint sa respiration. Elle était arrivée en tant que femme de chambre. Elle était venue rencontrer l'homme qu'on lui avait promis d'épouser. Elle s'attendait à de l'inconfort, peut-être même à de la solitude, mais elle ne s'attendait pas à ça. 2 voix, un couloir sombre et le nom d'une femme. Un nom que personne n'avait prononcé à voix haute depuis près d'1 an. Rebecca Hayes n'est pas partie. Ils se sont assurés qu'elle n'ait pas le choix. Si vous venez de nous rejoindre, abonnez-vous. Et dites-moi de quelle ville vous nous regardez. Voyons jusqu'où cette histoire peut voyager. La lettre était arrivée un mardi. Abigail se souvenait du moment exact où son père la lui avait remise. La façon dont il l'avait tenue à 2 mains. La façon dont sa voix s'était faite plus basse quand il avait dit « Les Whitmore ont accepté ». Il n'avait pas l'air fier. Il avait l'air soulagé. Et Abigail savait déjà à l'époque que c'était 2 choses très différentes. La famille Carter n'était pas pauvre. Son père possédait 300 acres de terre agricole en Virginie, un moulin en activité et un statut social suffisant pour s'asseoir à côté des juges de comté sans embarras. Mais le statut et la richesse n'étaient pas la même chose. Et Eleanor Whitmore l'avait clairement indiqué. C'était dans une série de lettres soigneusement rédigées, échangées sur 6 mois. Les biens de la famille Carter intéressaient particulièrement le domaine Whitmore. Abigail avait lu chacune de ces lettres 2 fois. Elle avait 27 ans. Elle n'était pas idiote. Voici ce qu'elle avait dit à son père 3 semaines avant son arrivée au manoir Whitmore. « J'accepterai les fiançailles. Mais j'ai l'intention de voir la maisonnée telle qu'elle est vraiment avant de lui donner mon nom. » Son père avait protesté, avait qualifié cela d'imprudent. Il lui avait rappelé que les jeunes femmes de son rang ne se déguisaient pas en servantes. Elles n'infiltraient pas les maisons de leur future belle-famille. Abigail l'avait regardé fixement et avait dit « Alors peut-être que les jeunes femmes de mon rang prennent de très mauvaises décisions depuis très longtemps. » Il n'avait pas insisté. Il le faisait rarement une fois qu'elle utilisait ce ton. Elle arriva un mercredi matin de juillet. La chaleur de la Virginie s'abattait déjà sur la terre comme un fer plat. La calèche qui l'amena était modeste. Elle était empruntée à une ferme voisine, conduite par un homme en qui son père avait confiance pour qu'il garde le silence. Elle portait une simple robe grise. Ses cheveux étaient sévèrement attachés en arrière. Elle portait un seul sac. L'entrée des domestiques se trouvait à l'arrière du manoir. Il fallait traverser un potager qui sentait le romarin et quelque chose de plus piquant qu'elle ne pouvait nommer. Une femme corpulente au visage rouge et au tablier couvert de farine la reçut à la porte. « Vous êtes la nouvelle », dit la femme, la toisant d'un air particulier. C'était le regard de quelqu'un qui catalogue les faiblesses. « Oui, madame », dit Abigail. « Envoyée de la maison Harrove, je m'appelle Abby Hargrove. » La femme répéta le nom lentement, comme pour le goûter. Puis elle s'écarta de la porte. « Madame Caldwell, je dirige cette cuisine et je la tiens propre. Vous répondrez d'abord à moi et ensuite à la première femme de chambre. Vous ne parlerez pas à l'étage, sauf si on vous adresse la parole. Vous n'établirez pas de contact visuel avec mademoiselle Charlotte. Et vous ne, elle fit une pause, poserez pas de questions. » Abigail hocha la tête. « Oui, madame. » « Bien. » Madame Caldwell se retourna vers sa cuisinière. « Laissez votre sac dans l'arrière-salle et présentez-vous à Sarah. Elle vous montrera ce qu'il y a à faire. » Abigail découvrit l'arrière-salle. C'était un espace étroit avec 2 lits de camp en bois et une fenêtre donnant sur un mur de pierre. Une jeune fille d'environ 19 ans était assise sur le lit du fond, en train de lasser sa botte. Elle avait des cernes sous les yeux et l'immobilité prudente et attentive de quelqu'un qui avait appris à prendre le moins de place possible. « Sarah ?» demanda Abigail. La jeune fille leva les yeux. « Vous êtes nouvelle. Vous venez d'arriver. » Sarah l'étudia un instant, puis baissa les yeux sur sa botte. « Ne posez pas trop de questions, » dit-elle doucement. « Et ne vous approchez pas de l'aile et après la tombée de la nuit. » Abigail posa son sac sur le lit vide. « Pourquoi pas? » Sarah finit de lasser sa botte. Elle se leva, lissa son tablier et se dirigea vers la porte sans répondre. Abigail classa ce silence comme une lettre qu'elle avait l'intention de relire plus tard. La première matinée passa dans un tourbillon de travail auquel Abigail n'était pas physiquement préparée. Elle avait grandi avec ses propres domestiques. Elle comprenait de manière abstraite que le travail était difficile. Elle n'avait pas compris, jusqu'à ce que ses bras lui fassent mal à force de transporter de l'eau et que ses genoux la lancent à force de frotter les sols en pierre, ce que difficile signifiait pour le corps. Mais elle observait. Elle observait la façon dont Madame Caldwell mesurait les portions du petit déjeuner des domestiques. Elles étaient plus petites que ce qui était raclé des assiettes de la famille et jeté dans la cour pour les chiens. Elle observait la façon dont les autres filles se déplaçaient dans le manoir. Elles avaient les yeux baissés et les épaules rentrées, comme si se rendre invisible n'était pas une compétence, mais une stratégie de survie. Elle regarda Sarah grimacer quand Madame Caldwell lui parlait trop sèchement, et elle regarda la femme plus âgée remarquer cette grimace et la noter, avec la satisfaction particulière de quelqu'un qui a trouvé un levier fiable. En milieu de matinée, la première femme de chambre, une femme mince et efficace nommée Madame Pree, conduisit Abigail à l'étage. Elle devait commencer la préparation des chambres pour les invités de la semaine. Le manoir attend une maison pleine d'ici vendredi. La voix de Madame Pree était basse et égale. Les amis de Mademoiselle Charlotte, des dames de Fredericksburg et de Richmond. Vous entretiendrez les chambres d'amis, porterez le linge et resterez hors de vue. Si l'une des dames sonne pour de l'aide, vous venez me chercher. Vous n'y allez pas seule. Oui, madame. Elle passait le palier du 2e étage quand Abigail l'entendit. 2 voix, au coin du couloir. L'une qu'elle ne reconnut pas. L'autre, elle l'apprendrait plus tard, appartenait à une fille nommée Dora. C'était une lingère qui quitterait le manoir dans la semaine, renvoyée sans motif ni référence.
Je me demande si la fille Carter sait dans quoi elle met les pieds. Une pause. Est-ce que ça a de l'importance? Ils ne leur disent jamais avant qu'il ne soit trop tard. Une autre pause, plus longue. Tu penses qu'ils le referont? Lui faire? Tu sais, comme à Rebecca. Le silence qui suivit cette question fut la chose la plus assourdissante qu'Abigail ait entendue depuis des années. Puis la deuxième voix, à peine un souffle. Comme à Rebecca Hayes. Madame Pry toucha le bras d'Abigail. Continuez d'avancer, dit-elle sans la regarder. Abigail continua d'avancer, mais son cœur battait la chamade contre ses côtes. Et le nom qu'elle venait d'entendre, un nom qu'elle n'avait jamais rencontré dans aucune des correspondances des Whitmore. Un nom qui appartenait apparemment à une personne qui avait été dans cette maison et qui n'y était plus. Ce nom se logea dans sa poitrine, comme une écharde qu'elle ne pouvait atteindre. Rebecca Hayes. Elle ne demanda pas qui c'était. Pas encore. Elle avait entendu la première règle assez clairement. Mais elle n'oublia pas. Charlotte Whitmore descendit à 11 heures et l'ambiance de tout le manoir changea dès son apparition. Elle était belle. Abigail pouvait le reconnaître sans peine. Cheveux sombres, peau pâle, une posture si précise qu'elle semblait architecturale. Elle portait une robe de soie jaune profondément inappropriée pour un matin d'été dans une maison de travail. Et elle la portait avec l'assurance d'une femme à qui on n'avait jamais dit qu'elle était habillée de manière inappropriée. Elle s'arrêta au pied de l'escalier et regarda le hall d'entrée, avec l'évaluation lente et délibérée de quelqu'un qui mène une inspection. Son regard se posa sur Abigail. « Vous », dit-elle. Abigail garda les yeux baissés, comme Sarah le lui avait montré. « Mademoiselle Charlotte, vous êtes nouvelle. »« Oui, mademoiselle. » Charlotte descendit les 2 dernières marches et traversa le hall. Elle s'approcha si près qu'Abigail pouvait sentir son parfum. Quelque chose de cher qui n'avait pas sa place dans un été de Virginie. Elle examina Abigail avec la minutie de quelqu'un qui examine du bétail. « Quelle maison vous envoie? » demanda-t-elle. « Hargrove, mademoiselle. Les Hargrove. » Charlotte sembla goûter le mot. Des gens du commun, assez respectables, je suppose, à leur manière. Elle pencha la tête. « Savez-vous lire? » La question prit Abigail au dépourvu. Elle garda son visage soigneusement neutre. « Seulement un peu, mademoiselle. » Charlotte sourit. Le sourire n'atteignit pas ses yeux. Bien. Les domestiques intelligents sont fatigants. Elle se détourna, ignorant complètement Abigail. « Envoyez-moi Madame Pry. Je veux que la chambre d'amis bleus soit préparée en premier. Mon amie Harriet est exigeante avec ses oreillers. »« Oui, mademoiselle. » Charlotte était à mi-chemin du couloir avant de s'arrêter et de se retourner, presque après coup. « Et quoi que vous entendiez dans cette maison, dit-elle agréablement, gardez-le pour vous. Nous avons dû renvoyer des filles qui n'y parvenaient pas. Elles ne trouvent jamais de travail décent par la suite. » Elle sourit à nouveau, du même sourire. C'est terriblement dommage. Elle se tourna et s'éloigna. Abigail resta un moment dans le hall d'entrée, les mains jointes devant elle, son expression composée. Puis elle alla chercher Madame Pry. Elle découvrit les finances par accident, ou plutôt ce qui ressemblait à un accident. Abigail avait appris en grandissant, en tant que fille unique d'un homme qui gérait une ferme sur des marges très minces, que le désespoir financier avait une odeur particulière. Quelque chose entre l'anxiété et la performance. La manière spécifique dont les gens riches parlaient d'argent quand ils essayaient de se convaincre et de convaincre les autres qu'ils en avaient encore beaucoup. Elle nettoyait la bibliothèque, époussetant les étagères. Cela la plaçait près du grand bureau dans le coin. C'est là qu'elle entendit des voix à travers la porte attenante. Elle était légèrement entr'ouverte. Elle reconnut immédiatement la voix d'Eleanor Whitmore, bien qu'elle n'ait pas encore été formellement présentée à la femme. Elle avait appris à reconnaître la voix d'Eleanor par la façon dont la voix de tous les autres changeait quand elle entrait dans une pièce. Le comte de Richmond est fermé, dit une voix d'homme, une voix d'avoué, mesurée, prudente. Il délivrait une information qu'il ne voulait clairement pas délivrer. La traite arrive à échéance en octobre, sans le règlement Carter. Je sais quand la traite arrive à échéance, Monsieur Finch. Oui, madame. Je souhaite seulement confirmer que le calendrier est. Le calendrier, dit Eleanor, est en cours de gestion. Les fiançailles seront annoncées avant la fin du mois. Une fois que la fille Carter aura signé les papiers de règlement, la dette de Richmond pourra être effacée et la traite Harrington suivra. Une pause. Jonathan comprend ce qui est exigé de lui. Et Mademoiselle Carter, si elle devait. Mademoiselle Carter, dit Eleanor, fera exactement ce qu'on lui dit. Elle a 27 ans et n'est pas mariée. Elle n'est pas en position d'être difficile. Une autre pause. Elle semblait, d'après les lettres de son père, être d'un esprit plutôt indépendant. Le silence d'Eleanor dura exactement 3 secondes. Puis, toutes les filles semblent indépendantes d'esprit jusqu'à ce qu'elles entrent dans cette maison. Après cela, elles deviennent gérables. Abigail continua d'épousseter. Ses mains ne tremblaient pas. On lui avait appris à garder les mains stables. Mais elle cataloguait chaque mot, chaque pause, chaque implication. Et l'image qui se formait dans son esprit n'était pas l'image que son père avait peinte en lui tendant cette lettre. Ce n'était pas une famille cherchant un parti convenable pour leur fils. C'était une famille cherchant un instrument financier qui se trouvait être attaché à une femme. Et ils avaient l'intention de l'utiliser en conséquence. Une fois qu'elle aura signé, tout nous appartiendra. Elle pensa à ce qu'elle avait entendu dans le couloir ce matin-là, comme à Rebecca Hayes. Elle trouva Sarah ce soir-là dans le potager, après la fin du service du dîner. La jeune fille était assise sur une caisse renversée, les yeux fermés, le visage tourné vers les dernières lueurs du jour. Elle ressemblait, pour un instant de relâchement, à quelqu'un de 17 ans, épuisé et épuisé depuis très longtemps.
Abigail s'assit par terre près d'elle. Elle ne dit rien pendant un moment. Elle avait appris au cours des 12 premières heures de service dans cette maison que le silence est un outil plus efficace que les questions directes. Sarah parla la première. « Vous avez entendu quelque chose aujourd'hui? »« J'ai entendu plusieurs choses, » dit Abigail. « Le couloir, 2e étage. » Sarah ouvrit les yeux. « Dora parle trop. Elle sera partie d'ici le week-end. » Parce qu'elle parle? Ou parce qu'elle a dit un nom? La voix de Sarah était plate. Prudence. Il y a des noms dans cette maison qui ne se disent pas à voix haute. C'en est un. Rebecca Hayes. Sarah tressaillit. Puis elle regarda Abigail avec quelque chose de nouveau dans son expression. Pas de la peur, exactement, mais une réévaluation. Vous êtes plus courageuse que vous n'en avez l'air. Je ne suis pas courageuse, dit Abigail. Je suis curieuse. C'est différent. Sarah regarda de nouveau le ciel. Un long moment passa. Elle est restée ici près d'1 an, dit Sarah finalement, doucement. Celle d'avant. Elle est venue l'été avant celui-ci. Jolie fille, douce. Elle riait beaucoup au début. Une pause. Elle a arrêté de rire vers novembre. Que lui est-il arrivé? Mademoiselle Charlotte lui est arrivée. La voix de Sarah était stable, mais quelque chose derrière ne l'était pas. Ça a commencé par de petites choses. Des commentaires sur sa posture, son vocabulaire, si elle utilisait la bonne fourchette à table. Puis ce furent des choses pires. Des rumeurs ont commencé dans la maison et se sont propagées au comté. Que Rebecca était instable, qu'elle avait des crises, qu'on ne pouvait pas lui faire confiance pour gérer une maison. Sarah fit une pause, qu'elle n'était pas convenable. Abigail resta silencieuse. À Noël, Rebecca quittait à peine sa chambre. Madame Whitmore, l'aînée, elle a dit au père de Rebecca que les fiançailles étaient rompues, pour des raisons de constitution de la jeune fille. Elle a fait croire qu'ils étaient miséricordieux. La mâchoire de Sarah se serra. La famille de Rebecca l'a cru, l'a ramenée à la maison, et cette maison, elle s'arrêta. Cette maison est passée à autre chose, dit Abigail, comme si elle n'avait jamais été là. Sarah la regarda directement pour la première fois. Mademoiselle Charlotte a appelé ça gérer une situation inappropriée. Elle trouvait ça drôle. Elle l'a dit au dîner avec ses amis. Elle a dit « Les belles mariées reçoivent toujours le plus de sympathie avant de disparaître. » La voix de Sarah baissa. Elle riait en le disant. Abigail pensa à Charlotte dans le hall d'entrée ce matin-là, avec sa posture parfaite, son parfum cher et son sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Les domestiques intelligents sont fatigants. Elle pensa à la voix d'Eleanor à travers la porte de la bibliothèque. Toutes les filles semblent indépendantes d'esprit jusqu'à ce qu'elles entrent dans cette maison. Après cela, elles deviennent gérables. Elle pensa au papier de règlement, à la dette de Richmond. Octobre. Elle pensa à une fille qui avait arrêté de rire en novembre. « Où est Rebecca maintenant? » demanda-t-elle. Sarah secoua la tête. Personne ne sait. Abigail regarda le mur du jardin. Le soir de Virginie s'installait, bleu et chaud, indifférent à tout ce qui se passait en dessous. « Quelqu'un sait, » dit-elle doucement. Elle ne le dit pas comme une supposition. Elle le dit de la manière dont son père lui avait appris à dire les choses qu'elle avait l'intention de découvrir. Doucement, précisément, sans laisser de place à la négociation. Sarah la regarda un long moment. Puis elle se leva, lissa son tablier et ramassa son seau vide. « Ne vous approchez pas de l'aile et après la tombée de la nuit, » dit-elle à nouveau. Mais cette fois, cela ne sonnait pas comme un avertissement. Cela sonnait vaguement comme une direction. Abigail resta assise dans le jardin jusqu'à ce que la dernière lueur ait disparu. Elle n'allait pas quitter cette maison. Elle n'allait rien signer sans comprendre ce qu'elle signait. Et elle n'allait pas laisser un nom, le nom d'une femme, rester non prononcé dans ses couloirs une saison de plus. Elle était arrivée en tant que femme de chambre. Elle était venue rencontrer l'homme qu'on lui avait promis d'épouser. Ce qu'elle avait trouvé en moins d'une journée à l'intérieur du manoir, Whitmore était quelque chose qu'aucune lettre, aucun arrangement social et aucune respectabilité de la famille Carter ne l'avait préparée à affronter. Cette maison avait avalé une femme tout entière, et elle prenait déjà les mesures d'Abigail pour lui faire subir le même sort. Abigail ne dormit pas bien cette première nuit. Elle était allongée sur le lit de camp étroit dans la chambre des domestiques. Elle fixait le plafond et écoutait le manoir respirer autour d'elle, le craquement du vieux bois, le grincement lointain d'une porte quelque part dans l'ailée. Le son de la nuit d'été pressant contre les fenêtres. Sarah dormait sur l'autre lit avec l'immobilité exercée de quelqu'un qui avait appris à ne pas trop bouger, même dans son sommeil. Comme si même le repos nécessitait une permission dans cette maison. Abigail pensa à Rebecca Hayes. Elle pensa au nom comme on pense à une écharde qu'on peut sentir mais dont on ne trouve pas encore l'emplacement précis. Une douleur juste hors de portée. Une fille qui était venue dans ce manoir avec tout son avenir arrangé devant elle. Une fille qui avait ri au début. Une fille qui avait arrêté. Elle se fit une liste dans le noir, comme son père lui avait appris à organiser les problèmes. Les faits d'un côté, les questions de l'autre. Faits. Rebecca Hayes avait été fiancée à Jonathan Whitmore. Elle avait vécu dans cette maison pendant près d'1 an. Elle était partie ou avait été forcée de partir avant l'hiver. Sa réputation avait été systématiquement détruite avant son départ. La famille avait présenté son départ comme un acte de miséricorde. Question. Où était Rebecca maintenant? Qu'avait-elle vu ou su exactement qui la rendait assez dangereuse pour être éliminée? Et celle qui revenait sans cesse, peu importe combien de fois elle la repoussait. Qu'est-ce que Jonathan Whitmore savait de ce qui lui avait été fait? Cette dernière question fut celle qui la tint éveillée bien après minuit. Elle le vit pour la première fois le lendemain matin. Jonathan Whitmore traversa le couloir arrière alors qu'Abigail portait un plateau de chandelier poli vers la salle à manger. Elle faillit lui rentrer dedans au tournant du couloir. Elle s'arrêta net. Le plateau trembla.
Un chandelier glissa et elle le rattrapa de sa main libre avant qu'il ne touche le sol. Il tendit la main par réflexe aussi, sa main se dirigeant vers le plateau, puis s'arrêta quand elle lut. « Mes excuses, dit-il. » Sa voix était plus grave qu'elle ne s'y attendait. Il était plus grand qu'elle ne s'y attendait aussi. Large d'épaules, avec le teint hâlé de quelqu'un qui travaille réellement la terre plutôt que de simplement la posséder. Il ne portait pas sa veste. Sa chemise était ouverte au col. Il avait l'air, dans ce moment de relâchement dans le couloir arrière, de ne ressembler en rien au portrait formel qui avait été inclus dans la correspondance initiale entre leurs familles. Il ressemblait à quelqu'un qui avait été surpris en train d'être lui-même. « Pas de mal, monsieur, » dit Abigail. Elle garda les yeux baissés, comme une femme de chambre était censée le faire. Il ne bougea pas immédiatement. Elle pouvait sentir qu'il la regardait. « Vous êtes nouvelle, » dit-il. « Oui, monsieur. Arrivé hier. » Une pause. « De la maison Harrove. »« Oui, monsieur. » Une autre pause, plus longue. Elle ne leva pas les yeux. Elle attendit, comme elle avait appris à attendre au cours des dernières 24 heures. Immobile, patiente et ne laissant rien paraître. « Très bien, » dit-il doucement. Puis il s'écarta et la laissa passer. Elle parcourut la longueur du couloir et tourna le coin avant d'expirer. Il l'avait regardée comme quelqu'un qui essaie de se souvenir où il a déjà vu un visage. Elle avait gardé le sien soigneusement vide, mais son pouls n'avait pas coopéré, et elle lui en voulait pour ça. Elle devait penser à Jonathan Whitmore comme une variable, pas une personne. Une variable avec une valeur inconnue qu'elle avait l'intention de résoudre. Elle se le dit fermement 2 fois avant de poser le plateau dans la salle à manger. Le deuxième jour apporta 3 choses qu'Abigail n'avait pas prévues. La première fut Eleanor Whitmore. Elle s'était fait une image de la femme rien qu'à sa voix. Précise, contrôlée, le genre de froideur qui passe pour du sang-froid quand on la porte depuis si longtemps qu'on oublie qu'il y a une différence. La vraie Eleanor Whitmore était tout cela, et aussi autre chose petite. C'était une petite femme, aux os fins, aux cheveux blancs, impeccablement vêtue, et aux yeux de la couleur de l'eau d'un ruisseau en hiver. Elle était assise en bout de table du petit déjeuner comme une femme qui avait décidé quelques décennies plus tôt que les meubles existaient pour l'encadrer et qui n'avait pas été déçue. Abigail portait du linge devant la salle à manger quand la voix d'Eleanor l'attrapa. « Fille, venez ici. » Abigail entra dans l'embrasure de la porte. « Madame. » Eleanor la regarda avec ses yeux pâles. « Pas méchant. Exactement. Clinique. Comme un médecin examine quelque chose avant de décider si c'est utile. Vous êtes la nouvelle femme de chambre. »« Oui, madame. Harrove vous a envoyé. »« Oui, madame. » Eleanor posa sa tasse de café avec un mouvement précis et sans hâte. « Madame Pree me dit que vous travaillez efficacement et que vous gardez les yeux devant vous. »« J'essaie, madame. »« Bien. » Eleanor prit une lettre sur la table à côté de son assiette, indiquant que la conversation était terminée. « Nous attendons de la discrétion dans cette maison. Nous avons des invités importants qui arrivent vendredi. Je ne tolérerai aucun désordre. »« Oui, madame. Vous pouvez y aller. » Abigail y alla, mais dans les 2 secondes avant de se détourner, elle observa le visage d'Eleanor. La façon dont les yeux de la femme retombèrent sur sa lettre sans une lueur d'intérêt véritable. La façon dont tout l'échange avait été une sorte d'évaluation déguisée en instruction. Eleanor Whitmore ne parlait pas à une femme de chambre. Elle mesurait la femme de chambre, archivant la mesure. C'était une femme qui cataloguait les gens, qui tenait des registres de qui savait quoi et de qui on pouvait faire confiance pour se taire, et de qui devrait être, comme Charlotte l'avait dit, géré. Abigail redescendit le couloir, les bras chargés de linge, son esprit tournant vite et silencieusement sous son visage immobile. Elle pensa, c'est la femme qui a détruit Rebecca Hayes, pas Charlotte. Charlotte est l'instrument. Eleanor est la main qui le manie. La deuxième chose qu'elle n'avait pas prévue était la porte verrouillée. Elle la trouva en nettoyant le couloir et au 2e étage. C'était une tâche que Madame Pree lui avait assignée sans commentaire. Abigail soupçonnait que c'était un test, sans être certaine de quel genre. Le couloir était plus ancien que le reste de la maison, les planchers légèrement inégaux. La lumière de l'unique fenêtre au fond était faible et pâle. La plupart des portes étaient ouvertes, des chambres d'amis inutilisées, aérées et en attente. La dernière porte à gauche était fermée. Abigail essaya la poignée comme on le fait en nettoyant, automatiquement, sans réfléchir. La poignée ne bougea pas. Elle resta là un moment, son chiffon à la main, regardant la porte. C'était la seule porte verrouillée qu'elle avait rencontrée dans tout le manoir. Tout le reste, la bibliothèque, le bureau, les salons, les réserves, étaient accessibles. Celle-ci était verrouillée de l'extérieur, ce qui signifiait que ce qui était à l'intérieur n'était pas empêché de sortir. On l'empêchait d'entrer. Elle se retourna et continua de nettoyer. Elle nota la porte. Elle nota son emplacement. Elle nota que lorsqu'elle en parla nonchalamment à Sarah ce soir-là, la chambre verrouillée au bout du couloir est. Savez-vous ce qu'on y garde? Le visage de Sarah se figea complètement pendant 3 secondes avant qu'elle ne dise du rangement. Puis elle changea de sujet. Les gens qui mentent à propos du rangement ne font pas une pause de 3 secondes d'abord. La 3e chose fut ce qu'elle entendit dans la cuisine. On l'avait envoyée chercher le service à thé de l'après-midi. Cette tâche la plaça dans le couloir de la cuisine au moment exact où Madame Caldwell et l'un des jardiniers plus âgés, un homme nommé Thomas, se tenaient près de la porte arrière. Ils avaient une conversation qui n'était clairement pas destinée à être entendue. Abigail ralentit sans s'arrêter. Elle garda ses pas réguliers. Elle garda son visage tourné vers l'avant. « Je lui ai dit, je ne participerai plus à ça », disait Thomas. Sa voix était basse et dure. « Quoi que dise Mademoiselle Charlotte, je ne le ferai pas. Je vous l'ai dit l'année dernière et je vous le dis maintenant. Baissez la voix,
dit sèchement Madame Caldwell. Ils m'ont mis dans une position où je n'avais rien à faire. Dire à cette fille que le cheval n'était pas sûr alors qu'il était parfaitement. Thomas. Il s'arrêta. Un silence. Puis Madame Caldwell dit très doucement, c'est du passé. C'est fini. Vous faites votre travail et vous gardez votre bouche fermée. Et quand la nouvelle comprendra, dit Thomas, quand elle commencera à poser des questions comme la dernière. Un autre silence. Elle ne le fera pas. La voix de Madame Caldwell était plate, certaine. Aucune d'elles ne le fait. Pas à temps. Abigail passa devant la porte de la cuisine avec le plateau du service à thé et ne jeta pas un coup d'œil. Ses mains étaient stables. Son visage était composé. Mais Thomas venait de lui dire quelque chose qui changeait tous les calculs qu'elle avait faits. Rebecca Hayes avait commencé à poser des questions et quelque chose était arrivé à son cheval. Elle trouva Sarah dans la buanderie après le service du dîner, plus tard que d'habitude, longtemps après que les autres filles soient allées se coucher. Sarah travaillait à la lueur d'une lanterne, réparant un ourlet déchiré avec l'efficacité concentrée de quelqu'un qui utilise la couture comme d'autres utilisent le silence. Abigail s'assit en face d'elle et dit sans préambule, son cheval. L'aiguille de Sarah s'arrêta. Quelque chose est arrivé au cheval de Rebecca, dit Abigail. Thomas était impliqué. Il ne voulait pas l'être. Que s'est-il passé? Sarah ne leva pas les yeux pendant un long moment. Quand elle le fit, ses yeux étaient fatigués d'une manière qui allait plus loin que l'heure tardive. C'était en février, dit-elle. Rebecca avait décidé de partir. Elle avait pris sa décision. Elle me l'a dit la veille au soir. Elle a dit qu'elle allait monter à cheval jusqu'à la maison de sa cousine à Fredericksburg et envoyer un message à son père de là-bas. Elle a dit qu'elle n'attendrait la permission de personne. La voix de Sarah était calme et stable, comme les gens parlent quand ils ont répété quelque chose de nombreuses fois dans leur tête. Le lendemain matin, Thomas lui a dit que le cheval avait perdu un fer et ne pouvait pas être monté. Il a proposé d'arranger une calèche. Mais la calèche qu'il a arrangée, elle est allée au bureau de l'avoué de Mme Whitmore, pas à Fredericksburg. Et le temps que Rebecca comprenne où on l'emmenait, elle avait déjà. Sarah s'arrêta. Elle avait déjà quoi? Demanda Abigail. Elle avait déjà signé quelque chose, dit Sarah. Je ne sais pas exactement quoi. Je sais seulement que quand elle est revenue, elle ne voulait pas en parler. Et 3 jours plus tard, la calèche de son père est venue et elle était partie. Une pause. Elle n'a dit au revoir à personne. Elle n'a même pas pris toutes ses affaires. Abigail resta silencieuse un moment. Qu'a-t-elle laissé derrière elle? Sarah posa son aiguille. Elle regarda Abigail avec une expression qui n'était ni tout à fait de la peur, ni tout à fait de l'espoir, mais quelque chose en suspens entre les deux. « Pourquoi posez-vous ces questions? » dit Sarah. « Vous êtes ici depuis 2 jours. La plupart des filles, elles baissent la tête. Elles font leur travail. Elle s'arrêta. Ne quoi? Elle ne pose pas de questions comme quelqu'un qui sait déjà où chercher. L'air entre elles était lourd. Abigail prit une décision. Ce n'était pas impulsif. C'était la décision vers laquelle elle se dirigeait depuis qu'elle avait entendu un nom dans un couloir sombre il y a 2 jours. Et elle l'a pris de la même manière qu'elle prenait toutes ses décisions. Silencieusement, complètement, sans se laisser la possibilité de revenir en arrière. « Mon nom n'est pas Abby, » dit-elle. « C'est Abigail. Abigail Carter. » Sarah se figea. « Je suis la femme qu'ils ont arrangée pour que Jonathan Whitmore l'épouse, » dit Abigail. « Je suis venue ici avant la présentation formelle parce que je voulais comprendre à quoi je consentais. Et ce que j'ai compris en 2 jours, c'est que cette famille a détruit la vie d'une femme pour protéger ses finances. Et ils se préparent à me faire la même chose. » Sarah la dévisagea. La lanterne entre elles vacilla. « Seigneur, » souffla Sarah. « Qu'a laissé Rebecca derrière elle? » demanda à nouveau Abigail. « Vous le savez. Je vois que vous le savez. » Une très longue pause. Puis Sarah posa sa couture sur le banc à côté d'elle, se leva et dit « Venez avec moi. » Elle conduisit Abigail au couloir S, au-delà des chambres d'amis inutilisées, jusqu'à la porte verrouillée au bout du couloir. De la poche de son tablier, Sarah sortit une clé, petite, en fer. Elle la tendit à Abigail. « Je l'ai depuis mars, » dit Sarah. « Rebecca me l'a donné le matin de son départ. » Elle a dit qu'elle espérait que quelqu'un d'assez courageux viendrait un jour. Sa voix se brisa légèrement sur le mot courageux. Je ne savais pas quoi en faire. Je ne suis pas. Elle s'arrêta. Je ne savais pas quoi faire. Abigail prit la clé. La porte s'ouvrit sur une petite pièce qui sentait la vieille lavande et l'air confiné. C'était clairement une chambre de dame autrefois, maintenant dépouillée de la plupart de ses meubles. Mais contre le mur du fond se trouvait un bureau. Et à l'intérieur du bureau, quand Abigail ouvrit le tiroir du haut, il y avait une boîte en bois. Elle était à peu près de la taille d'une Bible, fermée par un petit fermoir en laiton. Elle la ramassa. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. « Savez-vous ce qu'il y a dedans? » demanda-t-elle. « Non, » dit Sarah. « Je n'ai jamais ouvert la porte. Je n'ai jamais eu le courage. » Abigail regarda la boîte un moment, puis elle regarda Sarah. « Vous avez eu le courage de donner cette clé à quelqu'un qui pourrait réellement s'en servir, » dit-elle. « Ça compte. » L'expression de Sarah devint compliquée. Elle détourna le regard. Abigail glissa la boîte sous son bras et referma la porte à clé derrière elle. Elle n'ouvrit pas la boîte cette nuit-là. Non pas qu'elle n'en ait pas eu envie. Elle en avait envie, comme on a envie d'une vérité qui, on le sait, changera tout. Mais elle avait appris de son père que l'information n'est utile que lorsqu'on a un plan pour elle. Ouvrir la boîte avant de comprendre toute la géographie de ce à quoi elle avait affaire serait comme tirer une main de cartes avant de savoir à quel jeu on joue. Elle la cacha sous la lame de plancher sous son lit. Une lame lâche qu'elle avait remarquée sa première nuit, de la même manière qu'elle remarquait tout. Et elle resta allongée dans le noir, et elle pensa à Jonathan Whitmore.
Elle pensa à sa main se tendant vers le plateau qui tremblait, le geste automatique et réflexe de quelqu'un qui a été élevé pour empêcher les choses de tomber. Elle pensa à la voix d'Eleanor à travers la porte de la bibliothèque. Jonathan comprend ce qui est exigé de lui. Elle pensa à ce que Thomas avait dit, quand la nouvelle comprendra. Et elle pensa qu'il y avait deux versions possibles de Jonathan Whitmore. La première était complice. Un homme qui avait vu ce qui avait été fait à Rebecca Hayes et n'avait rien dit, rien fait, l'acceptant comme le prix à payer pour maintenir son héritage. Cette version de Jonathan était dangereuse d'une manière différente de sa mère, mais dangereuse néanmoins. La deuxième version était un homme qui était lui-même géré, un homme à qui on avait dit ce qu'il devait croire, qui n'avait peut-être jamais vu le tableau complet de ce qui avait été fait dans cette maison en son nom. Elle ne savait pas quelle version était la vraie. Elle était là depuis 2 jours. Elle avait besoin de plus de temps et de plus d'informations. Et elle devait être très prudente sur la manière d'obtenir les deux. Parce que si Charlotte surveillait, et Charlotte surveillait toujours, elle l'avait clairement fait comprendre dès le premier matin. Alors un faux pas mettrait fin à tout cela avant même que ça n'ait vraiment commencé. Elle pensa à ce que Charlotte avait dit, debout dans le hall d'entrée avec son parfum cher et son sourire froid et agréable. Les belles mariées reçoivent toujours le plus de sympathie avant de disparaître. Abigail fixa le plafond. Elle n'allait pas disparaître. Les invités commencèrent à arriver le vendredi. 4 calèches au total au cours de la matinée. Des dames de Fredericksburg et de Richmond. Le genre de femmes qui se déplacent dans une maison comme si elle leur appartenait par principe. Charlotte les reçut dans le salon de devant, animée et riant. La version la plus charmante d'elle-même, entièrement déployée. Abigail circulait avec des plateaux et du linge, gardant les yeux baissés et les oreilles ouvertes. Les conversations étaient celles de la saison estivale. Fiançailles, visite sociale, qui avait été vue avec qui, à quelle réception. Mais en dessous, se déplaçant comme un courant sous une eau calme, il y avait la conversation sur les fiançailles des Whitmore elles-mêmes. La fille Carter, dit l'une des amies de Charlotte d'une voix qui supposait qu'aucun domestique à portée de voix n'avait d'oreilles dignes d'intérêt. Son nom était Harriet Blanchard, celle qui avait des opinions particulières sur les oreillers. Abigail avait déjà mémorisé son visage. L'avez-vous rencontrée? J'entends dire qu'elle est plutôt déterminée. D'un esprit indépendant, dit Charlotte agréablement. Les lettres de son père le suggéraient. Et est-ce un problème? Chaque problème a une solution, dit Charlotte. Maman gère ces choses très bien. Une pause. Comme la dernière, dit Harriet plus bas, presque prudemment. La dernière était malheureuse, dit Charlotte. Elle était instable. Quiconque la connaissait pouvait le voir. Elle avait des crises. Une pause brève et précise. Nous avons été très patients avec elle pendant très longtemps. Finalement, la chose la plus gentille était de la libérer d'un arrangement pour lequel elle n'était clairement pas faite. Abigail garda son visage complètement immobile. Elle versa du thé dans la tasse sur son plateau. La chose la plus gentille. La femme qui avait été manœuvrée dans une calèche, emmenée au bureau d'un avoué, forcée de signer quelque chose qu'elle ne comprenait probablement pas entièrement. Renvoyée chez elle avec sa réputation en ruine. Et Charlotte Whitmore appelait ça la chose la plus gentille. Et celle-ci? Demanda Harriet. Celle-ci, dit Charlotte, apprendra à être convenable ou prouvera avec le temps qu'elle ne l'est pas. Quoi qu'il en soit, maman veillera à ce que le domaine soit protégé. Un rire court et agréable. Le nom des Whitmore a survécu à pire qu'une fiancée à l'esprit indépendant. Abigail posa le service à thé. Elle se redressa. Elle lissa son tablier. Elle sortit de la pièce. Dans le couloir, elle s'arrêta. Elle plaqua son dos contre le mur un instant et respira. 3 temps pour inspirer, 3 temps pour expirer. Comme son père lui avait appris à respirer quand elle était si en colère que la colère voulait sortir par ses mains. Puis elle se redressa à nouveau. Elle devait savoir ce qu'il y avait dans cette boîte et elle devait le savoir aujourd'hui. Elle l'ouvrit cet après-midi-là pendant les 2 heures qui suivaient le service de midi. C'était le moment où le personnel supérieur se reposait et où les femmes de chambre recevaient des tâches légères. Elle emporta la boîte dans le jardin derrière la cuisine, un endroit privé à la vue de tous, ce qui était le genre de privé le plus sûr. Elle s'assit sur la caisse renversée où Sarah s'était assise son premier soir et elle ouvrit le fermoir. À l'intérieur se trouvait une collection de papiers, pliés et repliés avec le soin de quelqu'un qui les avait souvent manipulés. Des lettres pour la plupart. Quelques pages pliées qui ressemblaient à des copies de registres, des colonnes de chiffres, de noms, de dates. Et sous tout cela, une seule feuille de papier crème pliée, plus épaisse que les autres. Elle commença par les lettres. C'étaient les lettres de Rebecca à son père, non envoyées, la plupart d'entre elles. Les mots étaient barrés et réécrits dans les marges. L'écriture se détériorait au fil des mois, passant de boucles confiantes à quelque chose de plus petit et de plus prudent. Comme si l'écrivain avait appris à prendre moins de place, même dans sa propre correspondance. La première lettre, datée d'août, se lisait comme la lettre d'une jeune femme heureuse. En octobre, les lettres étaient différentes. « Père, j'essaie de comprendre pourquoi je me sens si constamment mal ici. Charlotte a dit à Madame Pendleton lors de la réunion de mardi que j'avais mal prononcé la moitié du français à table, ce que je suis certaine de ne pas avoir fait. Mais Madame Pendleton m'a regardé ensuite avec une telle pitié que je me suis demandé si je l'avais imaginé. Je commence à me demander si j'imagine beaucoup de choses. En décembre, elle écrivait « Père, on m'a encore dit que mes nerfs sont fragiles.
Je ne sais pas qui dit cela ni quand cela a été décidé. Je sais seulement que Jonathan m'a regardé de l'autre côté de la table hier soir avec une expression que je ne pouvais pas lire. Et quand je lui ai demandé après si quelque chose n'allait pas, il a dit qu'il s'inquiétait pour ma constitution. Je lui ai demandé qui lui avait dit que ma constitution était une préoccupation. Il n'a pas voulu le dire. Abigail lut cette lettre 2 fois, puis elle la posa et prit les pages pliées de copies de registres. C'étaient des registres comptables, partiels, mais lisibles. Le domaine Whitmore, daté des 2 années précédentes. Les chiffres racontaient une histoire qu'elle avait déjà soupçonnée, mais pour laquelle elle n'avait pas de preuves. Une famille fonctionnant à crédit qu'elle n'avait pas, avec des dettes arrivant à échéance par cycle, chacune couverte par le prochain arrangement, la prochaine négociation, le prochain. Comment Eleanor avait-elle appelé ça? Règlement. Et au bas de la pile, le papier crème. Elle le déplia. C'était une lettre d'un avoué nommé Alderman Finch, le même Finch qu'elle avait entendu à travers la porte de la bibliothèque. Elle était adressée à Madame Eleanor Whitmore, datée de janvier de cette année-là. Elle documentait les termes d'un accord signé par une certaine Rebecca Ann Hayes. Elle y était décrite comme ayant accepté de sa propre volonté de se retirer des fiançailles avec M. Jonathan Whitmore, écuyer, et de ne faire aucune déclaration publique sur les circonstances du retrait en échange d'une somme d'argent et d'une lettre de recommandation. Abigail fixa cette phrase de sa propre volonté. Comme si une femme qui avait été empêchée de partir par un cheval délibérément boiteux, transportée au bureau d'un avoué sans son consentement et présentée avec un document sous la contrainte, avait exercé quoi que ce soit qui ressemble à de la volonté. La lettre de recommandation, nota-t-elle, n'avait pas empêché la réputation de Rebecca d'être détruite dans le comté. Charlotte s'en était occupée séparément et avant l'émission de la lettre, s'assurant que la recommandation serait inutile avant même d'être écrite. Elle replia les papiers dans la boîte. Elle tint la boîte sur ses genoux un moment. Elle n'avait pas peur. Elle chercha la peur en elle et trouva autre chose à la place. Une fureur froide et précise. Du genre qui n'a pas besoin d'élever la voix parce qu'elle a déjà décidé de ce qu'elle va faire. Elle allait trouver Rebecca Hayes. Et elle allait s'assurer que ce qui était dans cette boîte ne soit plus jamais enterré. Elle trouva le chemin de Jonathan Whitmore ce soir-là par accident. Ou presque. Il était dans l'écurie quand elle passa avec la liste d'articles de Madame Pruitt nécessaires de la dépendance. Il était seul, ce qui était inhabituel. Et il lui tournait le dos, ce qui signifiait qu'il ne la vit pas venir. Elle aurait continué son chemin. Elle avait l'intention de continuer son chemin. Puis il dit sans se retourner. « Comment trouvez-vous le manoir? » Elle s'arrêta. Il se tourna alors. Il la regardait directement, ce qui n'était pas la façon dont la famille regardait généralement le personnel. Et il y avait quelque chose dans son visage qui ne correspondait pas à la version de Jonathan Whitmore qu'elle s'était construite dans sa tête. Il avait l'air fatigué. Il ressemblait à un homme qui était fatigué depuis longtemps. « C'est une belle maison, monsieur, » dit-elle prudemment. « Vraiment? » Ce n'était pas tout à fait une question. Une pause. « Vous avez l'air, dit-il lentement, de quelqu'un qui réfléchit très fort à quelque chose. Je vous demande pardon, monsieur. Je ne pensais qu'à la liste de Madame Pruitt. » Jonathan la regarda un autre moment. Il avait l'expression de quelqu'un qui ne croit pas ce qu'on lui dit et qui décide s'il doit le dire. Puis il dit doucement. « Comment vous appelez-vous? »« Abby, monsieur. » De la maison Harrove. Il hocha lentement la tête. Sa mâchoire était serrée d'une manière qui lui fit penser qu'il était en train de résoudre quelque chose, un calcul privé. « Abby, dit-il, soyez prudente dans cette maison. » C'était une chose si étrange à dire, si directe, à une femme de chambre qu'il avait rencontrée 2 fois dans une maison qui était la sienne. « Monsieur, dit-elle. » Il détourna le regard. Il ressemblait à un homme qui décide de la part de lui-même à montrer à quelqu'un en qui il n'a aucune raison d'avoir confiance. Pour l'instant. « Laissez tomber, dit-il. Continuez votre travail. » Elle partit, mais sa voix la suivit à travers la cour. Ces 6 mots, simples et inexplicables, tiraillant le bord de tout ce qu'elle pensait avoir compris de lui. Soyez prudente dans cette maison. Il l'avait dit comme une personne dit quelque chose qu'elle voulait dire depuis longtemps à quelqu'un qui pourrait réellement l'entendre. Elle retourna ces mots dans sa tête tout le long du chemin jusqu'à la maison. Et au moment où elle atteignit la porte de la cuisine, elle était arrivée à une conclusion qui compliquait tout. Jonathan Whitmore n'était pas l'homme qui avait permis ce qui était arrivé à Rebecca Hayes. Il était l'homme qui n'en connaissait pas toute la vérité, à qui on avait servi une version, constitution fragile, tempérament inadapté, accord mutuel. Et il l'avait accepté parce qu'il avait été élevé dans une maison où la version des événements d'Eleanor Whitmore était la seule qui existait. Cela ne le rendait pas irréprochable. L'ignorance, choisie ou imposée, avait son propre poids. Mais cela changeait la carte. Cela changeait ce qui était possible. Et Abigail Carter, debout à la porte de la cuisine du manoir Whitmore, avec une boîte de preuves enterrée cachée sous son plancher et un nom sur les lèvres qu'elle avait l'intention de retrouver avant la fin de la semaine, était très intéressée par ce qui était possible. Elle n'allait pas disparaître. Elle allait réduire le mensonge en cendres jusqu'à ses fondations. Mais elle allait le faire correctement. Elle trouva Rebecca Hayes un jeudi. Cela lui prit 4 jours de travail prudent et patient. 4 jours à poser les bonnes questions dans le mauvais ordre pour que personne ne remarque la forme de ce qu'elle cherchait réellement. Elle demanda à Thomas, le jardinier, si les routes au nord du comté étaient praticables en été, présentant cela comme une préoccupation pour les calèches des invités. Elle demanda à Madame Caldwell, lors d'un moment d'oisiveté apparente, s'il y avait beaucoup de familles installées le long de la route du lac, à l'est des terres de Whitmore.
Elle demanda à Dora, qui n'avait pas encore été renvoyée, qui vivait en sursis et semblait le savoir, si le petit bureau de poste du village s'occupait des lettres pour Fredericksburg. Aucun d'eux ne lui dit rien directement. Mais les espaces entre ce qu'il disait et ce qu'il ne disait pas dessinèrent une carte qu'elle pouvait suivre. Jeudi matin, elle dit à Madame Pree qu'elle avait mal à la tête et avait besoin d'une heure d'air. Madame Pree, qui était une femme pratique et pas méchante, lui dit de revenir avant le service de midi. Elle marcha vers l'est le long de la route du lac pendant 40 minutes, et elle la trouva exactement là où les espaces entre les conversations l'avaient suggéré. Une petite maison en retrait de l'eau avec un potager qui semblait entretenu par quelqu'un qui trouvait du réconfort dans la discipline de la culture. Elle frappa. La femme qui ouvrit la porte n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle s'était attendue à de la fragilité. Elle avait lu les lettres de Rebecca, l'écriture rétrécissant au fil des mois, le doute de soi s'insinuant dans chaque ligne comme une vigne abattant un mur. Et elle s'était fait l'image de quelqu'un de diminué, quelqu'un portant encore le type particulier de dommages que cette maison laissait sur les gens. Rebecca Hayes avait 25 ans. Elle ouvrit la porte, le menton haut, les yeux vifs, et l'expression d'une femme qui avait décidé quelque part dans les mois depuis février qu'elle en avait fini d'avoir peur de ce qui pourrait arriver à sa porte. Mais quand elle vit Abigail, quelque chose vacilla sur son visage. « Vous venez du manoir », dit Rebecca. Ce n'était pas une question. « Oui », dit Abigail. « Mon nom est Abigail Carter. Je crois que vous et moi avons quelque chose de très important en commun. » Un long moment. La main de Rebecca resta sur la porte. « Jonathan » dit-elle doucement. « Jonathan » confirma Abigail. Rebecca recula. Elle ouvrit la porte plus grand. « Vous feriez mieux d'entrer » dit-elle. Elles s'assirent l'une en face de l'autre, et pendant les premières minutes, aucune d'elles ne parla beaucoup. Le silence particulier de deux femmes qui se jaugent, décidant de la quantité de vérité que la situation justifie. Puis Rebecca dit, « Depuis combien de temps êtes-vous dans cette maison? » « 6 jours. » Quelque chose traversa le visage de Rebecca. « 6 jours. » Elle le dit doucement, comme un nombre qui signifiait plus qu'il n'y paraissait. Il m'a fallu 3 mois avant de comprendre dans quoi j'étais. Vous avez compris en 6 jours. J'avais l'avantage de savoir qu'il fallait chercher, dit Abigail. Je suis entrée comme femme de chambre. J'avais accès à des choses que vous n'aviez pas. Rebecca la regarda fixement. Vous vous êtes déguisée. Je l'ai fait. Avant les fiançailles formelles, oui. Rebecca resta silencieuse un moment. Puis elle dit sans inflexion particulière. J'aurais aimé y penser. Abigail plongea la main dans le sac en tissu qu'elle avait apporté du manoir. Elle posa la boîte en bois sur la table entre elles. Rebecca devint absolument immobile. Où avez-vous trouvé ça? Murmura-t-elle. La chambre verrouillée. Couloir est. Sarah. La voix de Rebecca était à peine un souffle. Elle a gardé la clé. Elle l'a gardée, dit Abigail. Elle attendait quelqu'un qui saurait quoi en faire. Rebecca tendit la main et toucha le bord de la boîte avec 2 doigts, comme on touche quelque chose qu'on était certain d'avoir perdu. Sa mâchoire se contracta un moment. Puis elle leva les yeux vers Abigail, et il y avait quelque chose en eux qui n'était pas là 30 secondes auparavant. Quelque chose de plus dur et de plus brillant que le chagrin. « Qu'avez-vous l'intention de faire? » demanda Rebecca. « J'ai l'intention de démanteler cette maison, » dit Abigail. Soigneusement, légalement, complètement. Mais j'ai besoin que vous me disiez tout d'abord, pas ce que vous avez écrit dans ces lettres, tout ce que vous avez choisi de ne pas écrire. Rebecca la regarda un long moment, puis elle dit « D'accord, mais vous allez devoir l'encaisser, parce que certaines choses vont vous mettre très en colère. Je suis déjà très en colère, » dit Abigail. « Dites-moi. » Rebecca parla longtemps. Elle parla comme quelqu'un qui a porté quelque chose en silence si longtemps que le silence lui-même est devenu une sorte de pression. Prudemment au début, testant chaque phrase avant de la lâcher. Puis plus vite, comme si les mots avaient leur propre élan une fois qu'ils commençaient à bouger. Elle raconta à Abigail les premiers mois. Comment la maison avait semblé, pas chaleureuse exactement, mais ordonnée, fonctionnelle. Comment Eleanor avait été correcte et formelle, mais pas ouvertement hostile. Comment Jonathan avait été, et ici Rebecca fit une pause, et sa voix changea légèrement. Gentil, silencieux. Le genre d'homme qui écoute quand vous parlez, ce qui était plus rare que ça n'aurait dû l'être. Je veux que vous compreniez quelque chose à propos de Jonathan, dit Rebecca, parce que je ne pense pas que vous devriez vous lancer là-dedans en croyant qu'il est comme sa mère. Dites-moi, dit Abigail, il n'a pas été méchant avec moi. Il était absent, d'une certaine manière. Il s'en remettait à sa mère pour la gestion de la maison, pour les arrangements sociaux, pour tout, vraiment. Il avait été élevé pour s'en remettre à elle. Et quand Charlotte et Eleanor ont commencé leur campagne, il a accepté la version qu'elles lui ont donnée. Parce qu'il avait été entraîné toute sa vie à accepter les versions qu'elle lui donnait. La voix de Rebecca était stable, mais quelque chose en dessous ne l'était pas. Il est venu me voir en novembre. Il m'a dit qu'il s'inquiétait pour ma constitution. Ses mots exacts. Les mots exacts d'Eleanor. Il ne savait pas qu'il les répétait. Il pensait que c'était sa propre préoccupation. Lui avez-vous dit ce qui se passait? J'ai essayé une fois. Rebecca regarda ses mains. Il a écouté. Il écoutait vraiment. Je pouvais le voir. Et puis il a dit, « Je pense que vous interprétez peut-être mal les intentions de Charlotte. » Et j'ai compris que j'avais déjà perdu. Parce que cette phrase ne venait pas de lui. Cette phrase venait de ce qu'Eleanor lui avait dit de croire avant même qu'il n'entre dans ma chambre. Abigail pensa à Jonathan dans l'écurie. « Soyez prudente dans cette maison. » Elle pensa à son visage, à l'épuisement qui s'y lisait. Le regard d'un homme qui gérait un poids privé depuis très longtemps. Il sait que quelque chose ne va pas, dit-elle. Il ne sait peut-être pas quoi spécifiquement, mais il sait que quelque chose ne va pas.
Rebecca la regarda vivement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il m'a dit d'être prudente dans cette maison. Un homme qui croit que sa maison est ce que sa mère dit qu'elle est ne dit pas ça à une femme de chambre qu'il a rencontrée 2 fois. Rebecca resta silencieuse un moment. Elle était en train de recalibrer quelque chose. Abigail pouvait le voir. Il y a plus, dit Rebecca. À propos de la situation financière, dites-moi, les comptes dans la boîte, ceux que j'ai copiés. J'ai trouvé les originaux dans la bibliothèque. Ce n'était pas accidentel. Je suis allé chercher après avoir compris ce qu'Eleanor avait dit à Jonathan à propos du règlement. J'avais besoin de savoir à quel point c'était grave. Rebecca se pencha en avant. Le domaine Whitmore n'est pas simplement endetté. Il l'est depuis 11 ans. Eleanor le gère à travers une série d'arrangements. 2 avant moi, au moins, que j'ai pu retrouver. Des jeunes femmes de famille propriétaires, chacune fiancée à Jonathan. Chacune écartée lorsque l'arrangement pouvait être restructuré de manière plus avantageuse. Abigail se figea. 2 avant vous, dit-elle, au minimum. Les registres ne remontent pas aussi loin que j'ai pu copier avant de manquer de temps. Les yeux de Rebecca étaient directs. Je n'étais pas la première, Abigail. J'étais la 3e, et vous auriez été la 4e. L'air dans la pièce retint ce nombre un moment. 4 femmes, 4 arrangements. Une famille qui avait affiné sur plus d'une décennie la méthodologie précise pour extraire un bénéfice financier de fiançailles qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'honorer. Les 2 autres, dit Abigail. Savez-vous ce qui leur est arrivé? L'une s'est mariée ailleurs, une famille dans le Maryland, je crois. Sa réputation avait été gérée à l'avance, comme la mienne. Mais elle avait un père compréhensif qui lui a trouvé un parti malgré tout. Rebecca fit une pause. L'autre, je ne sais pas. Il y a un nom dans les registres. Anne Marsh. Je n'ai rien trouvé d'autre. Anne Marsh. Un autre nom qu'on avait cessé de prononcer dans cette maison. Eleanor sait que j'ai cette information, dit Rebecca. C'est pour ça que la maison, pourquoi ils étaient si certains que je ne pouvais le dire à personne? Ils croyaient que l'accord que j'ai signé l'empêchait, et la lettre de recommandation qu'ils brandissaient sur moi. Sans elle, je ne pouvais m'établir nulle part dans le comté. Je ne pouvais pas travailler. Je ne pouvais pas. Elle s'arrêta. J'ai signé parce que je croyais n'avoir aucune autre option. Vous avez signé sous la contrainte, dit Abigail, sans conseil juridique présent. Cet accord ne tiendrait pas devant un tribunal compétent. Rebecca la regarda. Comment savez-vous ça? Mon père a plaidé un cas de construction similaire devant le tribunal de comté quand j'avais 16 ans, dit Abigail. J'ai lu le précédent. L'accord n'est pas contraignant s'il peut être démontré que le signataire manquait de conseils indépendants appropriés et a signé dans des circonstances de contrainte. Rebecca la dévisagea. Vous êtes venu préparé, dit-elle lentement. Je suis venu préparé à trouver quelque chose qui vaille la peine de se battre, dit Abigail. J'ai trouvé considérablement plus que ce que j'avais prévu. Mais oui, un silence. Dehors, le lac bougeait. Puis Rebecca tendit la main sous la table et sortit une 2e boîte, plus petite que la première, en étain plutôt qu'en bois. Elle la posa à côté de celle qu'Abigail avait apportée. Je n'ai pas tout mis dans la chambre, dit-elle. J'ai gardé ça ici. Je ne savais pas pourquoi à l'époque. Je me disais que c'était juste sentimental. Mais je pense que quelque part, je le gardais parce que je n'en avais pas tout à fait fini. Abigail regarda la boîte en éteint. Qu'y a-t-il dedans? Des lettres, dit Rebecca, de Jonathan, écrites pendant les premiers mois avant que tout ne change. Et une lettre écrite après mon départ. Elle est arrivée ici 3 semaines après mon départ du manoir. Je ne sais pas comment il a trouvé où j'étais. Je ne sais pas si Eleanor sait qu'il l'a envoyé. Abigail garda son visage impassible. Que dit-elle? Qu'il croyait à l'époque ce que sa mère lui avait dit, mais que quelque chose lui semblait faux et qu'il ne savait pas pourquoi. Il a dit. La voix de Rebecca se brisa brièvement. Elle la raffermit. Il a dit qu'il espérait que j'allais bien, qu'il était désolé que l'arrangement m'ait causé de la détresse, qu'il n'avait jamais eu l'intention. Elle s'arrêta. C'est la lettre d'un homme qui ne sait pas encore de quoi il a fait partie. Mais c'est aussi la preuve qu'il m'a écrit après mon départ, en privé, sans le dire à sa mère. Ça compte légalement, n'est-ce pas? Ça établit qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui nécessitait des excuses. Ça compte, dit Abigail. Oui. Elle regarda les 2 boîtes. Elle regarda la femme en face d'elle, qui avait vécu au manoir Whitmore pendant près d'1 an, qui avait été systématiquement démantelée par 2 femmes et une maisonnée de silence complice, qui avait signé un bout de papier dans le bureau d'un avoué sous la contrainte, et qui était ensuite venue dans cette maison au bord du lac, avait cultivé un potager, gardé une boîte en étain de lettres et attendu, sans savoir tout à fait ce qu'elle attendait. Vous auriez pu aller plus loin, dit Abigail doucement. Vous auriez pu quitter le comté entièrement, recommencer quelque part où il ne connaissait pas votre nom. Rebecca la regarda fixement. Oui, mais vous ne l'avez pas fait. Non, une pause. Pourquoi? La mâchoire de Rebecca se serra. Ses yeux étaient aussi calmes que l'eau dormante. Parce qu'Anne Marsh, dit-elle. Parce que celle avant moi et celle avant elle. Parce que je n'arrêtais pas de penser à la suivante. Celle après moi qui entrerait dans cette maison sans savoir. Et je ne pouvais pas me résoudre à partir assez loin pour ne pas pouvoir revenir si quelqu'un venait chercher. Elle fit une pause. Vous êtes venu chercher. Abigail la regarda un long moment. Puis elle dit, j'ai besoin que vous reveniez dans le comté. Rebecca devint très immobile. Pas au manoir, dit Abigail rapidement. Pas encore, mais prêt. J'ai besoin de vous à portée de main. Parce que ce que je prévois nécessite un témoin vivant. Les papiers seuls peuvent être contestés. Eleanor a des ressources et elle a un avoué qui gère ses affaires depuis des années. Elle trouvera un moyen d'expliquer les registres comptables. Elle les qualifiera de copies obtenues illégalement, non pertinentes. Ce qu'elle ne peut pas expliquer,
c'est vous, debout dans une pièce, racontant votre propre histoire. Les mains de Rebecca étaient à plat sur la table. Elle respirait régulièrement, délibérément. Ils diront que je suis instable, dit-elle. Ils ont déjà construit cette fondation. N'importe quel tribunal, n'importe quelle réunion sociale, dès que j'ouvrirai la bouche, la version de Charlotte sera déjà dans la pièce avant moi. C'est pourquoi nous allons à la fête de fiançailles, dit Abigail. Le silence qui suivit fut le plus assourdissant de toute la conversation. La quoi? Dit Rebecca. L'annonce formelle des fiançailles. Eleanor l'a programmée dans 3 semaines. Tout le comté sera présent. Chaque famille de rang à distance d'écriture. Les amis de Charlotte, l'avoué, les gens qui ont entendu les rumeurs sur votre instabilité, qui les ont acceptées comme des faits sans jamais remettre en question la source. Abigail garda sa voix égale et délibérée. Nous n'allons pas d'abord au tribunal. Les tribunaux peuvent être retardés, gérés, faire l'objet d'un appel. Nous allons dans la pièce où tout le monde social d'Eleanor est assemblé. Et nous rendons impossible d'enterrer l'affaire. Rebecca la dévisagea. Vous n'avez peur de rien, n'est-ce pas? Dit-elle. Ce n'était pas tout à fait de l'admiration, et ce n'était pas tout à fait de l'alarme. J'ai peur de beaucoup de choses, dit Abigail, mais j'ai plus peur d'être le 4e nom que personne ne prononce à voix haute. Un autre silence, plus long. Puis Rebecca tendit la main et la posa sur la boîte en étain. J'aurai besoin de connaître tout votre plan, dit-elle. Je vous dirai tout ce que j'ai jusqu'à présent, dit Abigail. Et ensuite, j'aurai besoin que vous me disiez ce qui me manque. Vous connaissez cette maison d'une manière que je ne connais pas encore. Il y a une chose que vous devez savoir, dit Rebecca. Une chose par-dessus tout. Elle regarda Abigail directement, avec l'intensité particulière de quelqu'un qui délivre une information qu'elle a retenue. Monsieur Finch, l'avoué, il n'est pas simplement le conseiller juridique d'Eleanor. Il est un créancier partiel. Il détient lui-même l'un des billets à ordre des Whitmore. Cela signifie qu'il a un intérêt financier dans la procédure de règlement des fiançailles, ce qui veut dire qu'il n'est pas une partie neutre dans toute procédure judiciaire impliquant le domaine. Abigail dit « il est compromis ». Rebecca dit « complètement ». Abigail pensa à la voix d'Eleanor à travers la porte de la bibliothèque. Une fois qu'elle aura signé, tout nous appartiendra. Elle pensa au ton soigneusement mesuré de Finch. La traite arrive à échéance en octobre. Un créancier agissant comme avoué dans une affaire dont il allait profiter. Un document qu'il avait attesté et approuvé tout en ayant un intérêt financier personnel dans son exécution. Ce n'était pas simplement une violation éthique. C'était potentiellement criminel. Rebecca, dit Abigail lentement, avez-vous quoi que ce soit dans l'une de ces boîtes qui documente le rôle de Finch en tant que créancier? Rebecca ouvrit la boîte en étain. Elle retira un papier plié près du fond et le tendit. C'était un billet à ordre daté de 3 ans auparavant. Le domaine Whitmore a un certain Alderman Finch, d'un montant de 4 000 $. Et au bas du billet, de la même écriture soignée qui avait rédigé l'accord de dissolution, un avoué Finch. Le même homme, les 2 documents. Créancier et conseil. Abigail tint le papier un long moment. Je dois parler à Jonathan, dit-elle. Pas à voix haute, presque plus pour elle-même. Comme si elle terminait une phrase qu'elle avait commencée des jours auparavant dans le noir, au-dessus de la lame de plancher lâche. Rebecca l'entendit quand même. Il mérite de savoir la vérité, dit Rebecca doucement. Quoi que vous pensiez de lui, il mérite de savoir ce qui a été fait dans cette maison pendant qu'il était occupé à être géré par elle. Je sais, dit Abigail. Et je pense que quand il saura, je pense qu'il ne sera plus l'instrument de sa mère. Elle n'en était pas certaine. Elle pariait dessus. Elle regarda la lettre de Jonathan, celle que Rebecca avait sortie de la boîte en étain et posée sur la table entre elles. Elle ne la lut pas. Elle n'en avait pas besoin. Le fait qu'elle existe suffisait. Un homme qui écrit une lettre privée d'excuses à une femme que sa famille a détruite est un homme avec une conscience qui n'a pas été entièrement éteinte. Les consciences, selon l'expérience d'Abigail Carter, étaient les choses les plus utiles au monde quand on savait comment les atteindre. Elle était à 20 minutes du manoir sur le chemin du retour quand elle entendit les sabots. Rapide, venant de la direction des terres de Whitmore. Elle s'écarta sur le côté de la route. Un seul cheval, monté à vive allure, apparut au tournant devant elle et s'arrêta net quand le cavalier la vit. C'était Charlotte. Elle était assise sur son cheval avec une posture parfaite et regarda Abigail avec une expression mesurée et acérée. Elle avait abandonné toute trace du masque social agréable qu'elle portait dans le salon. « Vous êtes partie depuis près de 2 heures, » dit Charlotte. « Madame Pruitt m'a donné congé pour un mal de tête, mademoiselle. J'ai marché plus loin que prévu. Le long de la route du lac, » dit Charlotte. Ce n'était pas une question. Abigail croisa brièvement son regard, comme un domestique pourrait le faire. Pas assez longtemps pour être insolente. L'air est meilleur près de l'eau, mademoiselle. Charlotte la regarda un long moment. Son cheval bougea et elle le maintint immobile sans baisser les yeux. Comme une personne tient quelque chose d'immobile sans y penser. Parce que le contrôle est si ancré qu'il est devenu un instinct. Il n'y a rien d'intéressant le long de la route du lac, dit Charlotte. Pour une femme de chambre. Non, mademoiselle. Un autre long moment. Retournez à la maison, dit Charlotte. Ne quittez plus le domaine sans informer Madame Pruitt de votre destination. Oui, mademoiselle. Charlotte tourna son cheval et retourna vers le manoir sans un autre mot. Abigail marcha les 20 minutes restantes à un rythme régulier, sa respiration contrôlée, ses mains stables le long de son corps. Charlotte était sortie à cheval pour la trouver, ce qui signifiait que quelqu'un avait remarqué sa direction, ce qui signifiait qu'elle était surveillée de plus près qu'elle ne l'avait compris, ce qui signifiait que le calendrier venait de se comprimer. Elle avait prévu 3 semaines. Elle pourrait maintenant en avoir considérablement moins.
Elle atteignit la porte de la cuisine et entra. La première personne qu'elle vit fut Sarah, qui regarda son visage et pâlit. « Que s'est-il passé? » dit Sarah. « Charlotte sait que je suis allée à l'est, » dit Abigail doucement. « Elle ne sait pas ce que j'ai trouvé, mais elle va commencer à chercher. » Sarah s'agrippa au bord de la table de la cuisine. « Qu'est-ce qu'on fait? » Abigail la regarda fixement. « Nous agissons plus vite, dit-elle, et sous la fermeté de sa voix, son esprit tournait déjà. Réorganisant, recalculant, trouvant le chemin le plus rapide à travers une situation qui venait de devenir beaucoup plus dangereuse qu'elle ne l'était ce matin-là. Elle avait les papiers. Elle avait Rebecca. Elle avait un avoué compromis et un billet à ordre qui le prouvait. Ce dont elle avait besoin maintenant, c'était de Jonathan Whitmore. Et elle en avait besoin avant que les soupçons de Charlotte ne se transforment en certitude. Elle avait une chance de lui dire la vérité sur sa propre maison. Elle n'allait pas la gâcher. Elle trouva Jonathan ce soir-là dans l'écurie, seul, comme elle l'avait calculé. Elle avait passé les heures restantes de l'après-midi à observer les rythmes de la maisonnée avec une nouvelle urgence. Cataloguant qui allait où et quand, la façon dont la famille se déplaçait dans le manoir aux dernières lueurs d'un jour d'été. Eleanor se retirait pour sa correspondance après le dîner. Charlotte allait au salon avec Harriet Blanchard et 2 autres invités. La maison s'installait dans son arrangement du soir avec la prévisibilité d'une horloge qui donnait la même heure depuis des décennies. Jonathan allait à l'écurie à 8 heures, tous les soirs. Selon Sarah, c'était le seul endroit du manoir où il était de manière fiable et constante seul. Abigail se donna 3 minutes pour déterminer si ce qu'elle s'apprêtait à faire était irrévocable. Ça l'était. Elle y alla quand même. Elle le trouva en train de brosser son cheval bai avec le mouvement concentré et sans hâte d'un homme qui utilise le travail physique comme d'autres utilisent la prière, pour calmer ce qui tournait trop fort dans sa tête. Il ne l'entendit pas entrer. Elle se tint juste à l'intérieur de la porte un moment et le regarda. Et elle pensa, c'est le dernier moment avant qu'il ne sache. Après qu'elle ait parlé, tout serait différent pour eux deux. Elle dit, « Monsieur Whitmore ». Il se tourna. Il vit son visage à la lueur de la lanterne, et quelque chose changea immédiatement dans son expression. Pas de la surprise, exactement. Plutôt de la reconnaissance. Comme si une partie de lui avait attendu exactement cela. « Abby », dit-il. Puis il s'arrêta. Il la regarda plus attentivement. « Ce n'est pas votre nom, n'est-ce pas? » Ce n'était pas une question. Elle l'avait sous-estimé, réalisa-t-elle. Il l'avait observé, lui aussi. « Non », dit-elle. « Mon nom est Abigail Carter. » La brosse dans sa main s'immobilisa. Il ne dit rien pendant un long moment. Le cheval bougea et il ne bougea pas. « Carter » dit-il finalement, doucement. « Oui. » Un autre silence. Elle pouvait le voir réfléchir, les pièces s'assemblant sur son visage. L'expression particulière d'un homme regardant une image qu'il pensait comprendre se réarrangeait en quelque chose de complètement différent. « Depuis combien de temps ?» dit-il. 8 jours. 8. Il s'arrêta. Il posa la brosse sur la barrière de l'écurie avec un mouvement prudent et délibéré. Le genre de soin que les gens utilisent quand ils gèrent un sentiment fort avec leurs mains. Vous êtes venu ici comme femme de chambre, avant la présentation formelle, avant l'annonce des fiançailles. Oui. Pourquoi? Elle le regarda fixement. Parce que j'ai lu les lettres de votre mère et que je voulais comprendre à quoi je consentais avant de le faire. Sa mâchoire se serra. Et qu'avez-vous trouvé? Asseyez-vous, dit-elle. Ce que j'ai à vous dire va prendre un certain temps et une partie sera difficile à entendre. Il la regarda un moment. Cet homme, dans sa propre écurie, à qui la femme qui avait passé les 8 derniers jours à nettoyer ses sols disait de s'asseoir. Et puis il s'assit sur le banc de l'écurie sans un mot. Abigail se tint devant lui et lui raconta tout. Elle le raconta dans l'ordre. Elle fut précise et approfondie. Et elle n'adoucit pas les parties les plus dures. Parce qu'elle avait décidé sur le chemin du retour de chez Rebecca que Jonathan Whitmore avait été nourri de versions adoucies des choses toute sa vie. Et que cela ne lui avait servi, ni à lui ni à personne autour de lui. Elle lui parla de la conversation à travers la porte de la bibliothèque, des registres comptables, du billet à ordre avec le nom de Finch des 2 côtés de la transaction. Elle lui parla de la chambre verrouillée et de la boîte en bois, et de ce que Rebecca avait écrit dans des lettres qu'elle n'avait jamais envoyées. L'écriture rétrécissant au fil des mois, le doute de soi s'insinuant dans chaque ligne. Elle lui parla du cheval. Quand elle dit que Thomas avait reçu l'ordre de dire que le cheval était boiteux alors qu'il ne l'était pas, quelque chose se produisit sur le visage de Jonathan qu'elle n'avait pas entièrement anticipé. Pas de la colère. Quelque chose de plus ancien et de plus compliqué que la colère. Quelque chose qui ressemblait à un homme découvrant qu'une histoire qu'il s'était racontée pendant des mois était construite sur une fondation qui n'avait jamais existé. Elle voulait partir, dit-il très doucement. En février, elle m'a demandé. Elle m'a demandé si elle pouvait prendre un des chevaux pour rendre visite à sa cousine. Je lui ai dit de parler au maître d'écurie. Il s'arrêta. Je pensais qu'elle avait changé d'avis. Je pensais. Thomas m'a dit qu'elle avait décidé d'attendre la calèche à la place. Thomas a reçu l'ordre de l'empêcher de partir jusqu'à ce qu'elle ait été emmenée au bureau de Finch. Jonathan resta silencieux. Elle a signé l'accord de dissolution au bureau de Finch, dit Abigail, sans conseil indépendant. Avec Finch agissant à la fois comme avoué du domaine Whitmore et comme créancier personnel ayant un intérêt financier dans le résultat. Elle a signé parce qu'elle croyait n'avoir pas d'autre choix. Jonathan se leva. Il n'alla nulle part. Il se contenta de se lever, comme les gens se lèvent quand s'asseoir est devenu physiquement impossible. Il posa une main contre le mur de l'écurie et il respira. « Je lui ai écrit, dit-il, après son départ. Je ne savais pas où elle était,
mais j'ai envoyé la lettre par l'intermédiaire de la maison de son père. Je lui ai dit que j'étais désolé que l'arrangement lui ait causé de la détresse. Sa voix était contrôlée et égale, et quelque chose en dessous se brisait. Je pensais qu'elle avait été malheureuse à cause d'une déficience dans le parti, à cause de quelque chose que je n'avais pas réussi à fournir. Je ne savais pas. Il s'arrêta. Elle a reçu la lettre, dit Abigail. Il se tourna et la regarda. Elle l'a gardée, dit Abigail. Elle me l'a montrée aujourd'hui. Le mot aujourd'hui atterrit dans l'écurie comme une pierre dans une eau calme. Vous l'avez trouvée, dit-il. Elle vit le long de la route du lac depuis 6 mois. Le visage de Jonathan fit quelque chose de compliqué, de douloureux et de complètement sans défense. Et Abigail détourna le regard un moment pour lui laisser l'intimité de ce moment. Quand elle regarda de nouveau, il s'était ressaisi. Pas le sang-froid d'un homme qui a résolu le sentiment. Le sang-froid d'un homme qui l'a mis quelque part où il peut le porter et continuer d'avancer. « De quoi avez-vous besoin de moi? » dit-il. La franchise de sa question la surprit, même si elle avait espéré exactement cela. « J'ai besoin que vous me disiez ce que vous savez, » dit-elle. « Pas ce que votre mère vous a dit. Ce que vous avez vu et entendu et choisi de ne pas examiner. Parce que je crois que vous avez choisi de ne pas examiner les choses depuis longtemps. Et j'ai besoin que vous arrêtiez de le faire maintenant. C'était une chose difficile à dire directement à un homme. Elle le dit quand même. » Jonathan la regarda un long moment. Sa mâchoire était serrée. Ses yeux étaient stables. « Vous n'adoucissez pas les choses, » dit-il. « J'ai trouvé que les choses adoucies ont tendance à rester brisées plus longtemps, » dit-elle. Quelque chose changea dans son expression. Pas tout à fait un sourire, loin de l'humour, mais une sorte de reconnaissance. « Les, dit-il. Il y a 3 ans, il y a eu des lettres. Une correspondance entre ma mère et une famille du Maryland, une mademoiselle Anne Marsh. J'ai vu le nom sur une lettre que ma mère était en train de sceller et j'ai demandé qui était Anne Marsh. Ma mère a dit que c'était une ancienne connaissance dont les circonstances avaient changé et que l'affaire était résolue. Il fit une pause. J'ai accepté cela. L'avez-vous cru? J'ai cru que c'était la réponse que j'allais recevoir, dit-il. Ce qui n'est pas la même chose, mais j'avais appris à ce moment-là à ne pas insister. Sa voix était plate, avec quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'autorécrimination. J'avais appris qu'insister produisait des explications qui répondaient à la question en surface tout en fermant toutes les portes en dessous. Anne Marsh était la femme avant Rebecca, dit Abigail. Il y en a eu au moins une avant elle aussi. Votre famille mène cet arrangement depuis plus d'1 décennie. Elle le regarda encaisser cela. Elle le regarda prendre tout le poids de la chose sans broncher. Mon père, dit-il lentement, il est mort il y a 6 ans. Les dettes ont commencé avant sa mort. Je savais cela. Ma mère a pris en charge la gestion du domaine et je me suis en remis à elle. Parce que j'avais été élevé pour m'en remettre à elle et parce qu'elle était efficace. Il fit une pause. Je me suis dit que quoi qu'elle fasse, elle maintenait le domaine à flot. Que l'alternative était de perdre tout ce que mon père avait construit. Une autre pause. J'ai été un lâche. Vous avez été géré, dit Abigail. C'est différent de la lâcheté. Mais à un certain point, ils convergent. Et je pense que vous le savez depuis un moment. Jonathan la regarda. La lanterne entre eux vacilla. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, dit-il. À quoi vous attendiez-vous? Ma mère a décrit la famille Carter comme respectable mais provinciale. Elle a dit que vous seriez. Il s'arrêta. Gérable, dit Abigail. Oui. Votre mère a tendance à croire cela des femmes qu'elle n'a pas encore rencontrées, dit Abigail. Elle a eu largement raison jusqu'à présent. C'est le problème. Jonathan faillit sourire. C'était un terrible, épuisé, compliqué, presque sourire. Quel est votre plan? Demanda-t-il. La fête de fiançailles, dit-elle, dans 3 semaines. Rebecca revient dans cette pièce. Les papiers sont présentés publiquement. Pas par un tribunal, pas par une négociation privée que votre mère peut retarder ou gérer. Publiquement, devant chaque famille de rang du comté. Devant tous ceux qui ont entendu la version de Charlotte du départ de Rebecca et l'ont acceptée sans poser de questions. Jonathan resta silencieux un moment. Ma mère se sera préparée à une sorte de confrontation. Elle vous surveille depuis que Charlotte a rapporté votre promenade aujourd'hui. Je sais. Elle aura Finch là-bas et elle aura l'accord de renvoi prêt à produire si le nom de Rebecca est mentionné. Laissez-la le produire, dit Abigail. L'accord est nul. Finch a agi en tant que créancier et conseil simultanément. Tout esprit juridique compétent dans cette pièce le verra immédiatement. Elle dira que vous avez obtenu les registres financiers illégalement. Ils ont été laissés dans une pièce de sa propre maison par la femme qui les a copiés. Un tribunal pourra décider de la question de l'admissibilité plus tard. Le tribunal de l'opinion publique aura déjà décidé avant la fin de la soirée. Jonathan l'étudia. Vous avez pensé à tous les angles. J'ai pensé à la plupart d'entre eux, dit-elle honnêtement. Il y a des choses que je ne sais pas encore. C'est pourquoi j'ai besoin que vous me disiez tout ce que vous avez choisi de ne pas examiner ce soir. Tout. Il resta silencieux un long moment. Puis il dit, il y a autre chose. Quelque chose que je ne pense pas que vous trouverez dans aucune des boîtes. Abigail se figea. Dites-moi, dit-elle. Ce que Jonathan lui raconta ensuite réorganisa l'architecture de tout ce qu'elle pensait avoir compris. Il y a 3 mois, dit-il, il avait découvert une 2e série de contes. Il les avait trouvés par accident. Un grand livre que sa mère avait laissé sur le bureau de la bibliothèque. Pas le grand livre du domaine qu'elle tenait ouvertement, mais un plus petit livre relié en cuir marron qu'il avait d'abord supposé être un registre de la maison. Il l'avait ouvert pour trouver une page qu'il ne reconnaissait pas. Des colonnes de chiffres qui ne correspondaient à aucune dépense ou revenu qu'il connaissait. Une série d'entrées datées sur 4 ans, faites à un seul nom. Pas Finch,
pas un créancier de la famille, mais un nom de femme qu'il ne reconnaissait pas. Il avait eu le temps de lire 3 pages avant d'entendre les pas de sa mère dans le couloir. Il avait fermé le grand livre, l'avait remis exactement comme il l'avait trouvé, et s'était assis dans le fauteuil de l'autre côté de la pièce avec un livre dont il ne pouvait pas voir les mots. Et quand sa mère était entrée, l'avait regardé et lui avait demandé s'il lisait depuis longtemps, il avait dit oui. Et elle avait pris le grand livre marron du bureau sans le regarder et était partie. Quel nom figurait dans les entrées? Demanda Abigail. Margaret Holt, dit Jonathan. Je ne l'ai jamais entendu avant ou depuis. Je ne sais pas si c'est une personne réelle ou un alias ou... Les montants étaient-ils substantiels? Dit-il. Des paiements trimestriels constants remontant à 4 ans. L'esprit d'Abigail parcourut la géométrie de la chose. Paiement trimestriel, un nom qui n'apparaissait nulle part ailleurs, caché des comptes principaux du domaine. Eleanor Whitmore, qui gérait chaque aspect de la maisonnée avec un contrôle complet et implacable, tenant une deuxième série de chiffres pour une personne que personne ne connaissait. Du chantage, dit-elle. Jonathan la regarda. Quelqu'un sait quelque chose sur votre mère, dit Abigail. Quelque chose d'assez important pour qu'Eleanor paye trimestriellement pour le garder secret depuis 4 ans. Le silence dans l'écurie était absolu. Où? Dit Abigail lentement. Eleanor paye Margaret Holt pour faire taire quelqu'un pour elle. Une femme qui gère les enlèvements. Quelqu'un qui s'occupe des parties de l'arrangement qui ne peuvent pas être mises dans la lettre d'un avoué. Le visage de Jonathan était gris. Anne Marsh, dit-il. Quand elle est partie, une femme est venue à la maison d'abord. On m'a dit que c'était une cousine de ma mère. Elle est restée 2 jours, puis Anne est partie. Je n'ai jamais revu la cousine. Il fit une pause. Elle n'a jamais été mentionnée par son nom. Si elle était mentionnée dans ce grand livre, je n'ai eu que 3 pages, dit Jonathan. Et je ne pensais pas assez clairement pour mémoriser les entrées. J'étais trop préoccupé par le fait de remettre le livre en place avant. Il s'arrêta. Sa mâchoire était tendue. J'étais trop préoccupé par le fait de ne pas me faire prendre. Abigail le regarda. Où votre mère garde-t-elle les documents qu'elle ne veut pas qu'on trouve? Demanda-t-elle. Abigail, dit-il. Il prononça son nom, son vrai nom, pour la première fois sans hésitation. Et le poids de ce nom portait quelque chose qu'elle n'examina pas entièrement. Si elle vous surprend à chercher. Où? Jonathan? Il la regarda un long moment. Sa chambre. Il y a un cabinet d'écriture contre le mur est. Il se verrouille. Elle garde la clé sur elle. Il fit une pause. Mais le cabinet a un double fond. Je l'ai trouvé quand j'avais 11 ans, et elle ne l'a jamais su. Elle y gardait des lettres. Je ne les ai pas lues. Je les ai seulement vues. Mais si elle a gardé quoi que ce soit sur Margaret Holt, elle l'aurait gardé là. Abigail dit, « Vous ne pouvez pas entrer dans sa chambre. » « Je ne peux pas entrer dans sa chambre en tant que femme de chambre, » dit Abigail. Cependant, les femmes de chambre nettoient les chambres. Elle la verrouille quand elle n'est pas à l'intérieur. Elle la verrouille, convainc Abigail. Mais Madame Preet a une clé pour chaque pièce de cette maison, parce que Madame Preet est responsable du nettoyage de chaque pièce de cette maison. Et les clés de Madame Preet sont accrochées à un anneau à l'intérieur du placard de la gouvernante quand elle est au repas du soir. Jonathan la dévisagea. « Vous avez planifié cela avant ce soir, » dit-il. « Je me suis préparé à des éventualités, » dit-elle. « Je ne savais pas pour le double fond. C'est nouveau. Mais le reste, oui. » Il resta silencieux un moment, et quand il parla, sa voix avait changé. Plus stable, plus claire. Comme si quelque chose qui l'obscurcissait s'était déplacé. « Je veux aider, » dit-il. « Pas comme pas de manière périphérique. Je veux en faire partie. Quoi que vous ayez besoin de moi, directement. J'ai besoin que vous agissiez normalement, » dit-elle. Pendant les 3 prochaines semaines, pas de confrontation avec votre mère, pas de changement de comportement qui signale que quelque chose est différent. Pouvez-vous faire ça? Je le fais depuis des années, dit-il avec une amertume entièrement autodirigée. Alors faites-le une fois de plus, délibérément, comme un choix, dit-elle. C'est différent. Il hocha la tête. Une dernière chose, dit-elle. Les invités qui arrivent pour la fête. Y a-t-il quelqu'un parmi eux que votre mère ne peut pas gérer? Quelqu'un avec une position suffisamment indépendante pour que l'influence d'Eleanor ne l'atteigne pas? Jonathan réfléchit. Le juge Harmon Albright, dit-il, de Richmond. Il n'a aucune affaire financière avec notre famille, et il est connu dans le comté comme un homme qui ne... Il n'est pas susceptible à la pression sociale, disons. C'était un ami de mon père. Il vient chaque année. Vient-il cette année? Il a été invité. Je n'ai pas vu sa réponse. Renseignez-vous, dit Abigail doucement. J'ai besoin de savoir s'il sera dans cette pièce. Elle entra dans la chambre d'Eleanor 2 nuits plus tard. Cela lui prit 11 minutes. Du placard de la gouvernante au cabinet d'écriture, au double fond et retour. Et ce furent les 11 minutes les plus dangereuses de son séjour au manoir Whitmore. Parce qu'Eleanor Whitmore avait le sommeil léger. Et la lame de plancher devant la porte de sa chambre avait un grincement qu'Abigail avait repéré 3 jours plus tôt. Mais elle retint quand même son souffle en la traversant. Le cabinet d'écriture était exactement là où Jonathan l'avait dit. Le double fond était exactement là où il l'avait décrit. Et à l'intérieur, sous une couche de vieille correspondance qui sentait le cèdre et le thym, se trouvait un petit document marron plié une fois, non scellé. Elle ne le lut pas près du cabinet. Elle l'emporta à la fenêtre où le clair de lune était suffisant. Et elle le déplia avec des mains plus stables qu'elle n'avait le droit de l'être. C'était un reçu daté d'il y a 4 ans pour un service décrit uniquement comme la gestion de l'affaire Forsyth, signé par une Margaret Holt, contresigné par Eleanor Whitmore, et sous la signature de la propre main d'Eleanor, une seule ligne qui n'avait aucune ambiguïté juridique.
Paiement intégral pour le silence concernant les circonstances du départ de Mademoiselle A. Forsyth du manoir Whitmore, septembre 1813. Le sang d'Abigail se glaça. Pas Anne Marsh. Pas un nom qu'elle avait rencontré auparavant. A. Forsyth. Un quatrième nom, antérieur à tous les autres. Un départ en 1813, il y a 7 ans. Géré non seulement par la machinerie sociale d'Eleanor, mais par une femme spécifiquement payée pour son silence. Ce qui signifiait que le départ d'A. Forsyth avait impliqué quelque chose d'assez grave pour qu'Eleanor ait eu besoin d'une discrétion professionnelle. Ce qui signifiait que cela n'avait pas toujours été une histoire de manipulation financière et de gestion de réputation. À un moment donné, au début, avant qu'Eleanor n'ait affiné ses méthodes, ça avait été quelque chose de pire. Elle replia le document avec des mains précises et prudentes. Elle le plaça à l'intérieur de sa robe, contre sa peau. Comme on porte quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Elle traversa la lame de plancher grinçante en expirant. Elle remit la clé de la gouvernante à sa place. Elle était dans le couloir des domestiques avec la porte fermée derrière elle avant de s'autoriser à respirer pleinement. Elle le dit à Jonathan le lendemain matin dans la cour de l'écurie, dans la courte fenêtre entre le service du petit déjeuner et la préparation de midi. Elle lui montra le document. Elle regarda son visage pendant qu'il le lisait. Il resta très immobile pendant un long moment. « Forsyth », dit-il. « Connaissez-vous ce nom? » « Il y avait une famille, dit-il lentement. Quand j'étais jeune, une famille Forsyth dans le comté voisin. Je me souviens d'une visite une fois, quand j'étais garçon. Il y avait une fille, plus âgée que moi, peut-être de 5 ou 6 ans. Je ne me souviens pas de son prénom. Il fit une pause. Ils ont déménagé. On m'a dit que le père avait des dettes, que la famille avait déménagé en Géorgie. Sa voix était prudente et plate. J'avais 12 ans. Votre mère menait déjà cet arrangement avant que vous ne soyez assez grand pour le remettre en question, dit Abigail. Il lui rendit le document. Sa main était stable. Son visage ne l'était pas. Margaret Holt, dit-il. Je dois découvrir qui elle est. J'ai un nom et un historique de paiement, dit Abigail. L'avocat de votre père, celui avant Finch, exercerait-il encore dans le comté? Monsieur Aldis Reed, dit Jonathan immédiatement. Il a pris sa retraite à Charlottesville il y a 5 ans. Lui et mon père étaient proches. Il n'a jamais eu affaire à ma mère depuis qu'elle a transféré les affaires juridiques du domaine à Finch. Une pause. Il aiderait, je pense, si je demandais, si j'expliquais. Pouvez-vous lui envoyer une lettre aujourd'hui? En privé, pas par la poste de la maison. Thomas emmène la poste hebdomadaire au village le vendredi, dit Jonathan. Puis il s'arrêta. Sa mâchoire se serra. Pas Thomas, je l'emmènerai moi-même. C'était une si petite correction, si précise et délibérée. Le premier acte concret d'un homme qui avait décidé d'arrêter de s'en remettre aux autres. Abigail le regarda et sentit quelque chose qu'elle n'eut pas le temps d'examiner pleinement. Une recalibration de ce qu'elle avait supposé de lui. La variable qu'elle résolvait depuis une semaine, atteignant une valeur qu'elle n'avait pas prédite. Il y a un autre problème, dit-elle. Charlotte. Jonathan dit, il le savait déjà. Elle me surveille depuis la route du lac hier. Elle m'a interrogé sur ma connaissance de la géographie du comté, des noms de famille. Elle teste si j'ai une histoire locale qui tient la route. Avez-vous tenu bon? Pour l'instant. Mais elle n'a pas fini. Abigail le regarda directement. Elle va agir contre moi avant la fête. Je ne sais pas encore quelle forme cela prendra, mais elle a déjà vécu ça, et elle sait comment lire la forme d'une menace. Jonathan resta silencieux. Charlotte n'est pas comme ma mère, dit-il lentement. Ma mère agit par calcul. Charlotte, il s'arrêta. Charlotte y prend plaisir. Il y a une distinction, et cela la rend imprévisible. Parce qu'elle agira parfois avant la stratégie si l'opportunité lui plaît assez. Je sais, dit Abigail. C'est pourquoi j'ai besoin de ce que je vais demander, et j'en ai besoin rapidement. Quoi? Une lettre, dit-elle. De vous, écrite de votre propre main, adressée à moi, Abigail Carter, pas Abby. Reconnaissant que vous êtes au courant de qui je suis et que ma présence dans cette maison en tant que femme de chambre a été entreprise avec votre connaissance et votre approbation. Il cligna des yeux. Vous voulez une preuve que je savais? Si Charlotte agit pour me faire renvoyer de la maison comme une fraude, dit Abigail, elle ira voir votre mère. Qui ira voir la structure d'autorité de la maisonnée, qui commence et se termine avec le maître de maison. Si vous avez déjà documenté que vous saviez que c'est un arrangement privé entre les parties des fiançailles, elle n'a aucun fondement. Il y réfléchissait déjà. Elle pouvait le voir. Cela me donnerait aussi une raison d'être présente à la fête en tant que moi-même, dit-elle. Pas comme une femme de chambre, comme Abigail Carter, la femme à qui vous êtes fiancé. Jonathan la regarda fixement. La lumière du matin se faisait plus forte autour d'eux. Vous voulez entrer dans cette fête en tant que vous-même? Dit-il. Je veux entrer dans cette fête en tant que moi-même, confirma-t-elle. Et je veux que Rebecca entre derrière moi. Le regard sur son visage au nom de Rebecca, cette chose compliquée, douloureuse, sans défense qu'elle avait vue la première nuit, traversa à nouveau son visage. « J'écrirai la lettre aujourd'hui, dit-il. Merci. » Il commença à se détourner, puis il s'arrêta. « Abigail, dit-il, pas le ton prudent et formel d'un homme s'adressant à un arrangement. Quelque chose de complètement différent. Je veux que vous sachiez ce que j'ai ressenti quand j'ai compris ce que vous aviez fait ici, ce que vous avez risqué, ce que vous avez trouvé. » Elle attendit. « Je ne vais pas dire que je mérite quoi que ce soit de tout ça, dit-il, parce que je ne le mérite pas. J'ai choisi de ne pas regarder des choses que j'aurais dû regarder. Cela a des conséquences avec lesquelles je devrais vivre. » Il fit une pause. « Mais je veux que vous sachiez qu'à partir de ce moment, quoi qu'il arrive à cette fête, je suis à vos côtés. Pas derrière vous, pas en train de regarder de l'autre côté de la pièce. À vos côtés. » Abigail le regarda.
Elle pensa à une fille dont l'écriture avait rétréci au fil des mois d'hiver. Elle pensa à un nom, Forsyth, qui avait été enterré pendant 7 ans et payé pour rester silencieux. Elle pensa à Sarah avec ses 11 mois de courage pliés dans une seule clé qu'elle avait gardée pour quelqu'un d'assez courageux pour l'utiliser. « Je sais », dit-elle simplement. Et c'était vrai. L'homme qui avait tendu la main par réflexe vers un plateau qui tremblait, qui avait écrit une lettre d'excuse dans le noir, ne sachant pas si elle arriverait, qui l'avait regardé à travers une écurie et avait dit « Soyez prudente dans cette maison », comme si l'avertissement avait attendu en lui pendant des années, cherchant un endroit sûr où atterrir. Elle avait résolu la variable. Elle savait de quoi Jonathan Whitmore était fait. Maintenant, elle avait besoin que Charlotte fasse son coup, quel que soit le coup qu'elle préparait, avant qu'Abigail ne soit prête. Parce que si Charlotte agissait en premier et agissait mal, ce serait la meilleure chose qui puisse arriver. Cela signifierait que la machinerie prudente, patiente et vieille d'une décennie d'Eleanor fonctionnerait enfin sans la seule chose dont elle avait toujours dépendu, le silence des gens à l'intérieur. Charlotte fit son coup un mercredi. Abigail s'y attendait. Elle avait observé les signes s'accumuler au fil des jours depuis la route du lac. La façon dont l'amabilité de Charlotte avait développé une certaine acuité en sa présence. La façon dont Harriet Blanchard avait complètement cessé de lui parler. La façon dont on avait demandé à Mme Prie 2 fois en une semaine de rendre compte des déplacements et des heures d'Abigail. La machinerie se mettait en marche. Elle pouvait l'entendre. Ce qu'elle n'avait pas prédit, c'était la forme que cela prendrait. Elle portait le service à thé du matin au 2e étage quand Charlotte apparut en haut de l'escalier, avec Harriet et 2 autres invités derrière elle. Positionnée, Abigail le comprit immédiatement, délibérément. Ce n'était pas une rencontre accidentelle dans un couloir. C'était une scène qui avait été préparée. « Posez le plateau », dit Charlotte. Abigail posa le plateau sur la table du couloir. Elle garda son visage neutre. « Mademoiselle Charlotte, je veux vous demander quelque chose », dit Charlotte. Sa voix était agréable, comme l'eau froide est agréable, rafraîchissante jusqu'à ce qu'elle vous submerge, devant des témoins. Abigail attendit. « Votre nom », dit Charlotte. « Votre vrai nom ». Le couloir devint très silencieux. Abigail regarda Charlotte directement, pas le regard baissé d'une femme de chambre, pas l'évitement prudent qu'elle avait maintenu pendant 11 jours. Elle la regarda directement et elle regarda Charlotte enregistrer le changement. Et elle comprit, au léger resserrement autour des yeux de Charlotte, que ce n'était pas la réponse à laquelle elle s'était préparée. « Mon nom est Abigail Carter », dit-elle, « de la famille Carter du comté d'Albemarle. Je suis la femme à qui votre frère est fiancé. Et j'ai été dans cette maison à ce titre avec la pleine connaissance et la reconnaissance écrite de Jonathan, qu'il peut produire à tout moment si vous l'exigez. » Le silence qui suivit fut du genre qui résonne. Harriet Blanchard émit un petit son involontaire. Le visage de Charlotte ne changea pas. Elle était trop disciplinée pour ça. Mais quelque chose derrière ses yeux recalcula très vite. « Vous avez trompé cette maisonnée », dit Charlotte. « Stable, contrôlée. Je l'ai observé », dit Abigail, « avant d'y engager mon nom et les biens de ma famille. Cela me semble être une chose raisonnable à faire pour une femme. Vous vous êtes présenté sous une fausse identité. Je me suis présenté comme Abby, sans nom de famille. Ce qui est la manière dont les femmes de chambre sont généralement présentées dans ce comté. » Abigail garda sa voix égale. Personne n'a demandé plus que ça. S'il l'avait fait, j'aurais répondu honnêtement. Charlotte s'avança. Elle était assez proche maintenant pour qu'Abigail puisse voir le contrôle précis qu'elle exerçait sur sa propre expression. L'effort que cela demandait. « Vous avez posé des questions dans cette maison », dit Charlotte. Plus bas maintenant, juste entre elles, sur des choses qui ne vous regardent pas. « Tout dans cette maison me regarde », dit Abigail, en tant que femme qui doit en faire partie. « Vous n'en faites pas encore partie. » « Non », convint Abigail. « Pas encore. » Les 2 femmes se regardèrent. Puis Charlotte recula. Elle se tourna vers Harriet avec le pivot social fluide d'une femme qui a décidé de changer de champ de bataille plutôt que de perdre celui sur lequel elle se trouve. « Eh bien, » dit-elle agréablement, « au moins, nous savons où nous en sommes. » Quelle fraîcheur! Elle redescendit le couloir avec ses invités derrière elle, et Abigail la regarda partir, et elle pensa, elle va voir Eleanor dans l'heure. Ce qui était prévu pour la semaine prochaine se passe maintenant. Elle avait raison pour l'heure. Elle avait tort sur ce qui se passa ensuite. Eleanor vint la trouver. Pas Mme Prie avec une convocation, pas un message relayé par la hiérarchie de la maisonnée. Eleanor Whitmore elle-même vint dans le couloir des domestiques à 11 heures du matin, ce qui était, de l'avis de tous, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en 30 ans de gestion de cette maison. Cela seul indiqua à Abigail à quel point le calcul avait changé. Elle était dans la buanderie quand Eleanor apparut dans l'embrasure de la porte. Eleanor regarda la pièce, l'air humide, le bassin en pierre, sa rudesse, avec une expression qui n'était pas du mépris, exactement, mais quelque chose d'adjacent. L'expression d'une femme rencontrant un monde qu'elle avait arrangé toute sa vie pour ne jamais avoir à occuper. Puis elle regarda Abigail. « Asseyez-vous, mademoiselle Carter, » dit-elle. « Je resterai debout. »« Merci, madame Whitmore. » Une pause. Eleanor absorba cela sans réaction visible. « Charlotte me dit que vous avez confirmé votre identité, » dit Eleanor. « C'est exact. Et vous avez prétendu que Jonathan était au courant de votre arrangement. Je ne le prétends pas. C'est documenté. » Les yeux pâles d'Eleanor la fixèrent. « Vous avez été dans cette maison sous de faux prétextes. Quelle que soit la documentation que vous croyez avoir, le fait de votre tromperie sape toute position que vous pourriez autrement. Madame Whitmore, dit Abigail, je veux être honnête avec vous, car je pense que cela nous fera gagner à toutes les deux un temps considérable. Eleanor s'arrêta.
Je connais les comptes, dit Abigail. Les comptes du domaine et le grand livre secondaire. Je connais le billet à ordre de M. Finch et son rôle simultané d'avoué du domaine. Je connais l'accord de dissolution que Rebecca Hayes a signé dans son bureau en février, dans des circonstances qu'aucun tribunal de Virginie ne considérerait comme volontaires. Je connais Margaret Holt. Elle fit une pause. Et je connais A. Forsyth. Le visage d'Eleanor fit quelque chose qu'Abigail ne lui avait pas encore vu faire. Il devint incertain. Cela ne dura qu'une seconde. Puis le sang-froid revint, lisse et rapide, comme l'eau se refermant sur une pierre. Mais Abigail l'avait vu. Elle le nota précisément. « Je ne sais pas ce que vous pensez avoir trouvé, » dit Eleanor. « Je ne pense pas, » dit Abigail. « J'ai les documents, y compris le reçu pour les services de Margaret Holt, de votre écriture, daté de septembre 1813. La buanderie était très silencieuse. « Que voulez-vous? » dit Eleanor. Et voilà. La question qui signifiait qu'elle avait accepté, à un certain niveau, que le terrain avait changé, que la femme debout devant elle n'était pas gérable par les moyens habituels. « Je veux que la vérité soit dite, » dit Abigail. Publiquement, avant la fête de fiançailles, les yeux d'Eleanor se plissèrent. « Ce n'est pas. Ce sont mes conditions, » dit Abigail. « L'alternative est que j'apporte tout ce que j'ai au juge Harmon Albright, qui a déjà confirmé sa présence à la fête, et qui, me dit-on, était un ami proche de votre défunt mari et n'a aucune affaire financière avec votre domaine. » Un très long silence. « Vous détruiriez cette famille, » dit Eleanor. « Votre famille détruit des femmes depuis plus d'une décennie, » dit Abigail. « J'y mets fin. Ce sont deux choses différentes. » Eleanor la regarda avec ses yeux de ruisseau d'hiver, mesurant, calculant, ne trouvant rien qu'elle puisse utiliser. Abigail la regarda essayer 4 angles différents en l'espace de 10 secondes et revenir bredouille à chaque fois. Puis Eleanor dit très doucement, « Vous ne comprenez pas ce que vous mettez en mouvement. »« Je comprends exactement ce que je mets en mouvement, » dit Abigail. « Je n'ai pensé à presque rien d'autre pendant 11 jours. » Eleanor se tourna et quitta la buanderie sans un autre mot. Abigail resta un moment dans le silence, puis elle alla chercher Sarah. Les 10 jours suivants passèrent plus vite que tout ce qui avait précédé. Jonathan envoya sa lettre à Aldis Reed à Charlottesville et reçut une réponse en moins de 5 jours. Le vieil avocat écrivait d'une main qui tremblait légèrement avec l'âge, mais ne portait aucune incertitude. Il confirmait qu'il avait bien été consulté par la famille Forsyth en 1814. L'année suivant les événements mentionnés dans le reçu d'Eleanor. Il confirmait que la famille avait été dissuadée de toute action formelle par des circonstances qu'il décrivait seulement comme une pression externe de nature financière et sociale, mais qu'il avait conservé ses propres notes de ses consultations. Il écrivit qu'il assisterait à la fête de fiançailles si Jonathan le lui demandait et qu'il apporterait ses notes. Il écrivit au bas de la lettre, d'une main plus tremblante que le reste, comme si les mots lui avaient coûté quelque chose. « J'aurais dû faire plus, Jonathan. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Je ferai ce que je peux maintenant. » Jonathan apporta la lettre à Abigail dans le jardin. Elle la lut 2 fois, et quand elle la lui rendit, ses mains n'étaient pas tout à fait stables. « Il savait, » dit-elle. « Il savait que quelque chose n'allait pas, » dit Jonathan. Il n'en connaissait pas toute la forme. Il aurait dû insister davantage. Oui, la voix de Jonathan était égale. Les gens auraient dû insister davantage à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie. Ils ne l'ont pas fait. C'est une partie de ce que nous portons dans cette pièce. Elle le regarda. Il avait changé au cours des 10 jours depuis l'écurie. Pas de façon spectaculaire, pas d'une manière que la maisonnée lirait facilement, mais de la manière dont un homme change quand il a cessé de jouer une version de lui-même et a commencé à être le vrai. Il était plus silencieux à certains égards, plus direct à d'autres. Quand Eleanor lui parlait à table, il lui répondait sans la déférence prudente qui avait façonné chaque interaction entre eux pendant des années. Et Eleanor le remarqua. Abigail pouvait la voir, le remarquer. Et elle ne disait rien parce qu'elle attendait. Et ce qu'elle attendait, Abigail le comprit, c'était de voir si la situation pouvait encore être contenue. Elle ne le pouvait pas. Mais Eleanor ne le savait pas encore pleinement. Charlotte, si. Charlotte avait observé Abigail avec l'attention particulière de quelqu'un qui a perdu le premier round d'un combat et qui décide s'il faut changer de tactique ou simplement frapper plus fort. Elle avait cessé la cruauté agréable, les commentaires sur la posture d'Abigail, les observations sociales soigneusement ciblées, et elle avait remplacé cela par quelque chose de plus inquiétant, le silence. La préparation. Abigail dit à Jonathan, « Surveillez Charlotte. Elle n'a pas fini. » Il dit, « Je sais. Elle est dans la chambre de ma mère tous les soirs cette semaine. Elles construisent quelque chose ensemble. » Oui, il fit une pause. « Quoi que ce soit, elles le déploieront à la fête. C'est la manière de ma mère. Elle préfère un public. »« Moi aussi, » dit Abigail. Elle alla voir Rebecca 4 jours avant la fête. Elle y alla à cheval cette fois. Le cheval de Jonathan, avec la permission explicite de Jonathan, documenté dans la même lettre qui établissait son identité. Et elle y alla ouvertement, en plein jour, car le temps de l'invisibilité prudente était révolu. Rebecca était dans le potager quand elle arriva. Elle se leva en voyant Abigail arriver, et quelque chose sur son visage, cet espoir prudent et suspendu, se manifesta. « C'est l'heure, » dit Abigail. Rebecca s'essuya les mains sur son tablier. Elle resta silencieuse un moment. « J'ai peur, » dit-elle directement, sans s'excuser. « Je sais, » dit Abigail. « C'est normal. Ce qu'ils vont dire de vous dans cette pièce. Je sais ce qu'ils vont dire. » Le menton de Rebecca se releva. « Je l'écoute depuis 6 mois, à distance. L'entendre directement ne sera pas pire.
Une pause. Si, ce sera plus difficile, dit Abigail honnêtement. Et ce sera aussi la dernière fois. Parce qu'après vendredi soir, la version que Charlotte a construite sera enregistrée à côté de votre version. Et quiconque a un esprit pensant pourra voir la différence. Rebecca la regarda fixement. Et le juge Albright arrive jeudi soir. Jonathan l'a confirmé ce matin. Et M. Reed arrive vendredi matin. Il loge à l'auberge du village. Rebecca hocha lentement la tête. Elle y réfléchissait, de la manière dont Abigail l'avait vu réfléchir à tout. Soigneusement, complètement, sans reculer devant les parties difficiles. « Que dois-je faire quand j'entrerai? » demanda Rebecca. « Vous entrez, » dit Abigail. « C'est tout. Vous entrez, vous vous tenez dans cette pièce et vous y existez. Devant tous ceux à qui on a dit que vous aviez été miséricordieusement libérés d'un arrangement inapproprié. Vous n'avez pas besoin de dire un mot pendant les 10 premières minutes. Votre seule présence fera le travail. » Rebecca expira lentement. « Et ensuite? »« Et ensuite, j'aurai besoin que vous parliez, » dit Abigail. « Clairement, avec vos propres mots. Votre propre histoire, non filtrée par un document ou une autre personne. Juste vous, racontant ce qui vous est arrivé dans cette maison. » Un long silence. « Je l'ai répété, » dit Rebecca doucement. « Le soir, ici, seule. Je le répète depuis 6 mois sans savoir que je le répétais. » Abigail la regarda. « Je sais, » dit-elle. La nuit de la fête arriva avec la beauté particulièrement indifférente d'un soir d'été en Virginie. Air chaud, un ciel devenant doré, puis bleu profond. Le genre de nuit qui rendait tout plus cérémoniel que ça ne l'était. Le hall d'entrée du manoir Whitmore était plein à 7 heures. Chaque famille de rang à distance de cheval était venue. La famille Blanchard, les Pendleton, les Harvey, les Morgan. Le juge Harmon Albright se tenait près de la cheminée avec un verre dont il ne buvait pas. C'était un homme aux larges épaules, âgé de 60 ans, avec le genre de visage qui a vu assez du monde pour ne pas se réarranger pour la pression sociale. M. Aldis Reed était assis sur la chaise la plus proche de la porte. Plus âgé qu'Abigail ne l'avait imaginé, avec sa sacoche en cuir sur les genoux et ses yeux se déplaçant régulièrement dans la pièce. Eleanor était au centre de tout, en soie grise, gérant la pièce avec la compétence complète d'une femme en parfait contrôle de son environnement. Charlotte était à ses côtés, en bleu pâle, surveillant la porte. Jonathan trouva Abigail dans le couloir latéral avant le début de la réunion formelle. Il était habillé pour l'occasion, veste, cravate. L'architecture extérieure du Jonathan Whitmore que le comté attendait. Mais ses yeux, quand il la regarda, étaient entièrement lui-même. « Prête? » dit-il. « Oui, » dit-elle. « Et vous? »« Non, » dit-il. « Mais j'y vais quand même. » Elle faillit sourire. C'est généralement comme ça que ça marche. Il lui offrit son bras, formellement, comme un homme offre son bras à la femme avec qui il a l'intention d'entrer dans une pièce. Et elle le prit, et ils entrèrent ensemble dans le hall. La pièce ne s'arrêta pas. Elle se déplaça. Une réorientation collective subtile. La façon dont une pièce pleine de gens se déplace quand quelque chose y entre qui change la gravité sociale. Eleanor leva les yeux. Son visage resta composé. Celui de Charlotte, non. Quelque chose le traversa, trop vite pour être contrôlé. Quelque chose qui ressembla, pour une seconde non gardée, à de la peur. Abigail sentit tous les yeux de la pièce la trouver. Elle se tint droite et ne regarda aucun d'eux en particulier. Puis Eleanor parla. « Mesdames et messieurs, » dit-elle, élevant la voix pour porter dans la pièce avec l'aisance d'une longue pratique. « Je suis heureuse de vous accueillir pour l'annonce formelle des fiançailles de mon fils, Jonathan, avec mademoiselle Abigail Carter du comté d'Albemarle. Nous sommes Madame Whitmore. » La voix venait de près de la porte. Tout le monde se tourna. Rebecca Hayes se tenait à l'entrée du manoir Whitmore, dans une robe de la couleur des feuilles d'automne, le menton haut, les mains immobiles le long de son corps, et elle regarda la pièce qu'il avait autrefois avalée tout entière et recraché une version d'elle qu'elle n'avait jamais été. Le silence fut total. Le sang-froid d'Eleanor tint à peine. « Mademoiselle Hayes, c'est une. J'ai été invitée, » dit Rebecca, « par Mademoiselle Carter, dont c'est la fête de fiançailles. » Elle regarda Abigail de l'autre côté de la pièce. Ses yeux étaient stables. « Je crois que j'ai quelque chose à apporter à l'occasion. » Charlotte fit un pas rapide et sec vers sa mère. Et Jonathan bougea au même moment, s'avançant légèrement, se plaçant entre le mouvement de Charlotte et le sol libre. Il ne la toucha pas. Il n'en avait pas besoin. Sa position disait tout. Charlotte s'arrêta. Eleanor regarda Jonathan. Et pendant une seconde, une seule, le sang-froid se fissura. Parce qu'elle comprit à cette seconde que l'homme debout dans cette pièce n'était pas l'homme qu'elle avait géré pendant 20 ans. Quelque chose était arrivé à son fils et elle ne l'avait pas vu venir. « Jonathan, » dit-elle bas, un avertissement et une question à la fois. « Laisse-la parler, mère, » dit Jonathan doucement, complètement. Rebecca parla pendant 11 minutes. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne joua pas sa colère ou son chagrin, et elle en avait en abondance. Abigail pouvait les voir, contenue et dirigée comme une rivière qui a trouvé son juste cours après avoir longtemps coulé de travers. Elle raconta à la pièce ce qui lui était arrivé dans cette maison. Elle le raconta dans l'ordre, avec les détails concrets et spécifiques d'une femme qui a répété quelque chose d'important pendant très longtemps. Elle leur parla des commentaires qui devinrent des rumeurs qui devinrent une réputation. La réputation qui la précédait à chaque engagement social jusqu'à ce qu'elle n'existe dans la compréhension collective du comté que comme la version de Charlotte d'elle-même. Elle leur parla de février, du cheval, de la calèche, du bureau de l'avoué. Elle posa l'accord de dissolution sur la table près de la cheminée. Elle posa le billet à ordre à côté. Le nom de Finch, des deux côtés de la transaction. Et puis Abigail s'avança.
Elle posa le reçu d'Eleanor pour les services de Margaret Holt sur la table. Elle posa les registres comptables à côté. Puis M. Aldis Reed se leva de sa chaise près de la porte et ouvrit sa sacoche. Et ce qu'il plaça sur la table était un compte-rendu manuscrit de sa consultation de 1814 avec la famille Forsyth. Noms, date, les circonstances telles qu'elles lui avaient été rapportées. La pression qui avait été appliquée pour empêcher la famille de poursuivre l'affaire formellement. La pièce était absolument immobile. Le juge Albright n'avait pas bougé de sa position près de la cheminée. Il avait tout observé avec l'expression calme et attentive d'un homme qui enregistre dans son propre esprit et qui ne va pas se presser. Eleanor parla. Ces documents, dit-elle, et sa voix était toujours contrôlée, toujours précise, toujours la voix d'une femme qui a géré des pièces pendant 30 ans, ont été obtenus par tromperie et intrusion. Quoique Mademoiselle Carter croit avoir trouvé dans cette maison, Madame Whitmore, la voix du juge Albright n'était pas forte. Elle n'en avait pas besoin. C'était la voix d'un homme qui a passé 30 ans dans les tribunaux de Virginie et qui a calibré exactement le volume que l'autorité requiert. Je vous conseillerais d'arrêter de parler. Eleanor s'arrêta. Il la regarda un moment, puis il regarda Charlotte. « Mademoiselle Whitmore, dit-il, je veux que vous considériez très attentivement si vous souhaitez dire quelque chose en ce moment. Vous devez savoir que ce qui a été présenté ici ce soir constitue un motif pour une enquête formelle que j'ai l'intention d'ouvrir en ma qualité de juge en exercice de ce circuit, à partir de lundi matin. » Charlotte regarda sa mère. Eleanor ne regardait rien. Son visage était composé et blanc, et elle regardait un point quelque part au loin que personne d'autre ne pouvait voir. L'endroit que les gens regardent quand la structure dans laquelle ils ont construit toute leur vie vient de s'effondrer autour d'eux, et que l'esprit a besoin d'aller quelque part qui ne soit pas les décombres. « Mère, » dit Charlotte, à peine un murmure. Eleanor ne répondit pas. Charlotte se tourna vers la pièce, et pendant un moment authentique, non géré, non joué, Abigail la vit clairement. Pas la cruauté, pas sa précision, pas l'âme sociale qu'elle s'était construite au fil des ans en regardant sa mère opérer. Juste une femme qui avait été façonnée depuis l'enfance dans une maison qui fonctionnait sur le pouvoir, le silence et les corps des avenirs des autres, et qui avait accepté cela comme le seul paysage disponible pour elle, et qui était devenue très douée pour y naviguer, et qui se tenait maintenant au centre de celui-ci alors qu'il s'effondrait, avec rien derrière ses yeux que la reconnaissance terrifiante qu'elle n'avait pas d'autre carte. Abigail n'eut pas pitié d'elle, mais elle nota la reconnaissance parce qu'elle était réelle, et les choses réelles importaient plus que les choses jouées. Charlotte ne dit rien. L'enquête formelle commença le lundi, comme l'avait dit le juge Albright. Ce qui suivit ne fut pas rapide. Ces choses ne le sont jamais. La loi avance à son propre rythme, avec ses propres procédures. Et Eleanor Whitmore avait suffisamment de ressources et de ténacité pour rendre le processus plus long qu'il n'aurait pu l'être. Finch abandonna son cabinet avant la première audience formelle, ce que les esprits juridiques du comté prirent comme une déclaration complète de culpabilité. Margaret Holt, retrouvée vivant à Richmond, où elle opérait un autre type de service sous un autre nom, s'avéra être une agente de recouvrement. Elle avait été engagée par Eleanor en 1813 pour gérer le silence de la famille Forsyth et avait facturé une prime pour la discrétion requise. La famille Forsyth, ce qu'il en restait, le père était mort en 1817, fut localisée en Géorgie, comme Jonathan s'en souvenait. Forsyth s'avéra être Amelia. Elle avait 34 ans et elle était vivante. Et quand la lettre de Jonathan l'atteignit, elle répondit directement à Abigail. Sa lettre faisait 3 pages, et elle l'écrivit, dit-elle, d'une seule traite. Parce qu'une fois qu'elle avait commencé, elle découvrit qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle vint en Virginie en octobre. Elle s'assit en face de Rebecca Hayes dans la maison du père d'Abigail, dans le comté d'Albemarle, parce que c'est là qu'Abigail avait installé les opérations de ce qu'elle commençait à appeler en privé la comptabilité. Et les deux femmes se regardèrent de l'autre côté de la table, et aucune d'elles ne dit rien pendant un moment, parce qu'il y avait trop de choses et pas assez de mots pour tout dire en même temps. Puis Amelia dit doucement, « Je pensais que j'étais la seule. » Et Rebecca dit, « Moi aussi. » Et Abigail, assise au bout de la table avec la comptabilité complète étalée devant elle, documents, lettres, registres, les preuves accumulées d'une décennie de préjudices délibérés, pensa. C'est la partie qui ne peut figurer dans aucun dossier juridique. C'est la partie qui compte plus que tout le reste. Deux femmes découvrant que l'isolement avait été une construction, qu'elles n'avaient jamais été seules là-dedans, que le silence avait été délibérément conçu pour que chacune d'elles se sente comme la seule, parce que les femmes isolées ne peuvent pas comparer leurs expériences. Et les femmes isolées ne peuvent pas se tenir ensemble dans une pièce et refuser d'être gérées. Le domaine Whitmore fut résolu par les tribunaux au cours des 18 mois suivants. Les dettes étaient réelles, et sans le règlement Carter, qu'Abigail refusa formellement et finalement de fournir, il n'y avait aucun mécanisme pour les soutenir. Le manoir lui-même fut vendu. Eleanor déménagea dans une maison plus petite dans un comté voisin. Elle y vécut dans un silence diminué et précis que ceux qui la connaissaient disaient ressembler à du sang-froid de loin et à rien du tout de près. Charlotte quitta la Virginie. Jonathan savait qu'elle le ferait. Il n'avait pas essayé de l'arrêter et il n'avait pas maintenu de correspondance. Et quand Abigail lui demanda une fois, prudemment, ce qu'il en pensait, il resta silencieux un moment puis dit « Je ressens ce que l'on ressent quand quelqu'un que l'on aime a été façonné en quelque chose que l'on ne reconnaît pas, et que l'on passe beaucoup de temps à essayer de trouver la personne en dessous, et qu'on doit finalement accepter que le façonnage est allé trop loin. » Une pause. J'espère qu'elle trouvera quelque chose de différent à être. Je ne sais pas si elle le fera.
Abigail avait alors pris sa main, la première fois qu'elle l'avait fait volontairement, sans le contexte de la stratégie ou de la nécessité, et l'avait tenue. Et il avait regardé leurs mains, puis l'avait regardé. Et aucun d'eux n'avait rien dit. Parce que parfois, le poids d'une chose est plus honnêtement tenu en silence qu'en mots. Ils se marièrent en décembre, pas au manoir Whitmore. Ce bâtiment était déjà passé entre d'autres mains à ce moment-là. Ils se marièrent dans une petite église du comté d'Albemarle, en présence de son père, qui pleura doucement pendant toute la cérémonie et ne fit aucune tentative pour le cacher, et en présence de Sarah, qui avait quitté son emploi au manoir Whitmore en septembre, et qui s'établissait déjà comme couturière dans le village, avec une réputation de qualité qui se répandait dans le comté, et en présence de Rebecca Hayes, qui se tenait droite, avait l'air bien, et avait, Abigail le remarqua récemment, recommencé à rire. Abigail lui avait demandé la semaine avant le mariage, « Est-ce que ça va, vraiment? » Et Rebecca avait dit, « J'y arrive. Certains jours, j'y suis plus que d'autres. Une pause. Mais je ne suis pas plus petite qu'avant. Je pense que c'est la chose dont j'avais le plus peur, que ce qu'ils ont fait me rendrait définitivement plus petite. Et ça n'a pas été le cas. » « Non, » dit Abigail. « Ça n'a pas été le cas. » « Vous y avez contribué, » dit Rebecca. En venant à la porte ce jeudi matin, vous y avez considérablement contribué. Abigail l'avait regardé et avait pensé à une clé tenue pendant des mois dans la poche d'un tablier par une jeune fille de 19 ans qui ne savait pas quoi en faire, sauf attendre. Elle pensa à une boîte en étain de lettres gardée dans une maison au bord d'un lac par une femme qui avait refusé de partir assez loin pour ne pas pouvoir revenir si quelqu'un venait chercher. Elle pensa à un vieil avocat de Charlottesville aux mains tremblantes et à la sacoche en cuir qui avait écrit « J'aurais dû faire plus. Je ferai ce que je peux maintenant. » Elle pensa à Thomas, le jardinier, qui était allé au palais de justice du comté en septembre et avait fait une déclaration sous serment à propos d'un cheval, silencieusement, sans qu'on le lui demande. Parce que certaines choses pèsent sur la conscience d'une personne assez longtemps pour que le seul soulagement soit de les déposer. La justice, la vraie, celle qui tient, n'avait jamais été à Abigail seule de la rendre. Elle avait été assemblée à partir de tout ce que chaque personne effrayée, imparfaite, faisant de son mieux dans cette histoire, avait été prête à contribuer. Aussi tard, aussi petit, aussi tremblant que ce soit. C'était la chose qu'Eleanor Whitmore n'avait jamais comprise. Avec toute sa gestion, tout son silence et toutes ses décennies de machinerie prudente, elle avait cru que le pouvoir résidait dans le petit nombre. Elle n'avait jamais compris que la vérité réside dans la multitude et qu'on ne peut pas acheter assez de silence pour la maintenir à terre pour toujours. Parce que quelque part, dans une maison au bord d'un lac, une femme garde une boîte en étain et attend que quelqu'un d'assez courageux frappe à sa porte. Abigail Carter Whitmore comprenait cela. Elle l'avait compris depuis le moment où elle avait plaqué son dos contre un mur froid dans un couloir sombre et entendu un nom prononcé dans un murmure. Et au lieu de s'éloigner, l'avait classé précisément, définitivement, à l'endroit en elle où elle gardait les choses qu'elle avait l'intention de régler. Elle l'avait réglé.